right. Shalom. Salam. Salut à tous. L'heure est grave. Alors. Mesdames et messieurs les jurés, chers membres du public, aujourd'hui nous sommes réunis pour examiner une affaire qui met en lumière des enjeux cruciaux pour l'économie et la politique du Nigeria, mais aussi de tout le continent africain. Nous allons explorer les accusations portées contre M. Aliko Dangote, l'homme le plus riche d'Afrique, dont la raffinerie de pétrole la plus grande du continent joue un rôle central dans l'économie nigériane. Le Nigeria, riche en ressources naturelles, a longtemps été un acteur majeur sur le marché mondial du pétrole. Cependant, malgré cette richesse, le pays a connu des difficultés persistantes en matière de gestion des ressources pétrolières et de fourniture de carburant. Depuis des décennies, donc, le Nigeria lutte contre des pénuries chroniques de carburant aggravées par une infrastructure obsolète et des défis de gouvernance. La raffinerie de Dangote, avec une capacité de traitement impressionnante, représente une tentative ambitieuse de remédier à ces problèmes. Elle a été saluée comme une solution potentielle pour réduire la dépendance aux importations de carburant et pour stimuler l'économie locale en créant des emplois et en augmentant la production nationale. Mais quel est le problème dans tout ça, me demanderiez-vous? Le problème, c'est que cette entreprise phare se trouve aujourd'hui au cœur d'une controverse. Les régulateurs de l'industrie pétrolière accusent la raffinerie Dangote d'avoir importé du carburant contaminé, mettant en doute la qualité des produits fournis et les pratiques des gestions des licences. Ces accusations sont d'autant plus sensibles dans un contexte de tension politique. L'affaire a éclaté après les récentes élections présidentielles où le président Tinubu a pris la relève président Buhari, un ancien allié de Dangote. Ce changement politique a exacerbé les tensions entre Dangote et les autorités régulatrices, ajoutant une dimension politique à cette affaire déjà complexe. Aujourd'hui, nous devons examiner si ces accusations sont fondées et déterminer la responsabilité de Dangote dans cette affaire. Nous aurons à évaluer si les manquements allégués sont le résultat d'une négligence de sa part ou d'autres facteurs, et quelles en sont les implications pour l'avenir de l'industrie pétrolière nigériane et pour la justice, parce que c'est de justice dont il s'agit aujourd'hui, les amis. Merci de votre attention et que ce procès se déroule dans la transparence et l'équité. Et je demanderai, sans plus attendre, à Maître Tabouret de prendre 30 secondes, 40 secondes maximum pour donner un avis général sur l'affaire, sur les éléments qu'il compte aborder aujourd'hui. Monsieur Simo, Maître Simo ici présent, aura également le même temps. Je vous demanderai de rester global, d'avoir une approche générale dans un premier temps, et ensuite, nous irons étape par étape dans le débat. Maître Tabouret, la parole est à vous. Merci, juge, pour cette très belle introduction. Je tiens à préciser que pour nous, aujourd'hui, que je me présente pour essayer de pas seulement inculper d'un côté l'accusé, parce qu'il ne s'agit pas d'une discussion sur un homme. Et justement, c'est l'un des points que je pense qu'il faut qu'on évoque en termes de leçon business, c'est qu'on a tendance à un peu trop ne viser qu'un homme, toujours un homme qui doit être le sauveur d'une nation, le sauveur de l'Afrique. Alors qu'en fait, justement, ce qu'on va pouvoir discuter aujourd'hui, c'est qu'à mon sens, il y a eu beaucoup de médiatisation, beaucoup d'instrumentalisation de cette négociation, qui après tout est somme toute basique quand on parle de business, et qui au final, même s'il y a des leçons effectivement sur notre environnement, les leçons principales sur la capacité de Dangote Refinery à sauver l'Afrique est loin d'être aussi grande et aussi, on va dire, évidente qu'elle est présentée. Voilà mon point général. Donc, ce ne sera pas pour ma part un procès contre Dangote, c'est plutôt un procès contre le narratif présenté de Dangote sauveur. Merci. Merci, Maître Tabouret. Maître Simo, la parole est à vous. Merci beaucoup de revenir sur une affaire qui défraie la chronique, d'autant plus que
Dangote, aujourd'hui, est l'incarnation des injustices que l'on peut avoir quand le politique se mêle au business sur le continent africain. C'est quelqu'un qui n'a plus besoin d'argent. Il ne travaille plus pour s'enrichir ou pour atteindre un quelconque record. On ne compte plus le nombre d'années qu'il trône sur le classement des hommes les plus riches d'Afrique, noir même dans le monde. Et donc, ce que Dangote fait aujourd'hui, c'est pour la prospérité, c'est pour laisser un héritage. Et voir qu'il y a des gens qui s'établissent en mafia avec pour but de détruire ce genre d'initiative révèle de la volonté pour beaucoup de personnes encore dans nos pays, parce qu'on va entrer dans les détails de cette affaire, pour beaucoup de personnes dans notre pays de s'enrichir tout seul au détriment du bien collectif. Sinon, comment comprendre qu'une initiative salutaire comme celle de Dangote puisse trouver de l'opposition? Quand Maître Tabouret vient dire que il faut retirer le mot sauveur, je ne sais pas si d'où il vient, il a déjà vu un investissement de 20 milliards. Il faudra peut-être lui rappeler ce que c'est que cette somme. 20 milliards, c'est supérieur au PIB du Mali, son pays. Et il vient ici nous dire que un individu qui met 20 milliards dans un projet, il n'est pas le sauveur. Je crois que le Mali serait très content d'avoir un investissement de cette taille-là, qui, je le rappelle encore, représente le PIB de tout le pays. Nous allons parler effectivement des bienfaits et de tout ce que Dangote fait pour ce continent pendant ce procès. Merci beaucoup, Maître Simo. Je vois que vous commencez avec quelques balles perdues. Bon, cette fois, ça passe. Ça passe. Voilà, merci, juge. Parce que normalement, j'appelle à outrage, hein, quand même. C'est gratuit. C'était gratuit. Vraiment, je tiens à le dire, c'était juste gratuit. C'est l'introduction. Les chiffres donc, sont nous publics. Allons aborder le PIB est public. Nous y viendrons, s'il vous plaît. Silence dans la cour. Donc, nous allons aborder plusieurs points. Je tiens à préciser également que nous sommes en présence d'un collectif donc, des jurys, donc il y a la Tribe SOA qui suit là en ce moment même donc, le procès en direct avec nous, qui va avoir son mot à dire et qui pourra du coup se faire une opinion et décider, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, l'idée c'est la justice. Ils m'aideront à trancher et à rendre un verdict aujourd'hui, parce que justice sera faite. Avant d'entrer dans le fond, parce que vous avez été directement dans le fond, je voudrais aller sur la forme dans un premier temps. La question que je voudrais poser, c'est est-ce que tout Aliko Dangote qu'il est-ce que M. Dangote a le droit, comme ça, de mettre la pression au gouvernement de manière publique? On rappelle ses propos. Vous n'avez plus besoin des étrangers, vous devez passer par moi. Voilà, des accusations mafieuses. Donc, la question, elle est dans un premier temps sur la forme. Est-ce que Aliko Dangote a le droit, selon vous, de mettre cette pression à un gouvernement quand on sait la puissance que ses propos peuvent avoir dans le monde économique? Maître Tabouret. Est-ce que je peux me permettre un petit encart SOA où je sors du rôle? Parce que pour ceux qui nous écoutent, je ne sais pas s'ils iront jusqu'à la fin, mais on a beaucoup d'entrepreneurs qui nous écoutent ou qui écoutent Philippe, à qui on voudrait proposer un nouveau format. Donc, SOA vous propose la ligne des entrepreneurs anonymes. Vous pouvez nous écrire sur notre Instagram avec un hashtag entrepreneur anonyme en DM pour nous soumettre vos problématiques business personnelles autour de votre business ou d'équipe ou de clients ou ce que vous voulez. Et on essaiera dans nos prochains épisodes maintenant de répondre toujours à vos interrogations, vos problématiques et ça est utile. Voilà, ça c'était ma petite pause. Donc, pour revenir au procès. Monsieur le juge, je ne savais pas qu'on a transformé ce tribunal en instant publicitaire. Je vous demande, Monsieur Simo, objection rejetée. Très, très bonne intervention. Merci. Je vous demande de continuer. Merci. C'est vrai que nous sommes en Afrique. Allez-y. Merci, juge. Alors. Non, sur la forme, c'est un très bon point que vous soulevez, cher juge, parce que je pense que, justement, on ne parle pas assez du timing
de ces grandes déclarations de Dangote. Et justement, c'est un des points que je voulais souligner, c'est que les gens aujourd'hui découvrent cette problématique entre le NNPC et Dangote comme si c'était quelque chose qui est nouveau, qui n'a jamais été discuté, qui n'a jamais été négocié. Et surtout, ce qui me surprend beaucoup, et pour parler un peu du travail de Maître Simon, cette couverture, parce qu'en tant que média, lui aussi a contribué un peu à ce flou, je pense que c'est très grave qu'on ait omis le fait que, au final, la NNPC reste un actionnaire de Dangote Refinery. Et surtout, le point important pour moi qui explique le timing des sorties de Dangote Group, c'est qu'initialement, l'EC devait être un actionnaire à hauteur de 20% de ce projet de refinery. Mais étonnamment, une semaine avant les premiers articles, les premières sorties de Dangote Group, on apprend que la NNPC a décidé de réduire son investissement à 7% au lieu de 20%. Pour des raisons souvent et évidemment financières. Et ce qui est étonnant, c'est qu'à aucun moment on se dit pourquoi soudainement Dangote a besoin, monsieur qui n'est jamais public, qui se targue d'être discret, de faire une interview quasiment tous les 3 jours. Et je pense qu'il y a une intention claire d'amener, d'instrumentaliser le public dans une négociation commerciale entre actionnaires. Donc, il y a tout un point pour moi sur la forme, comme vous l'avez dit, hein, d'avoir essayé de faire un bras de fer public pour mettre davantage de poids dans une discussion qui, somme toute, est très simple et financière et business. Merci, Maître Tabouret. Alors, Maître Tabouret, vous avez insinué quand même que M. Simon utilisait son média pour créer du flou. Je vous demanderai de faire attention aux accusations que vous portez dans cette cour. Maître Simon, je souhaite vous écouter sur la forme. Dangote est-il en droit de mettre la pression au gouvernement tel qu'il le fait depuis plusieurs semaines maintenant? Il est évident quand on entend les arguments de la partie adverse que le dossier n'est pas vraiment maîtrisé. Je tiens à rappeler ici que M. Dangote réagit dans son intervention à une sortie du patron de la NNPC dans laquelle ce dernier s'exprime en accusant Dangote Refinery de produire du fuel de mauvaise qualité. Avant cette intervention, Dangote ne s'était jamais exprimé sur la situation, alors même que toute la mafia qu'il subit était en exercice depuis de nombreuses années. C'est donc un homme qui sait subir les coups en silence. Je tiens à rappeler encore ici que Aliko Dangote, on s'en doute bien, subit énormément d'injustices. Manipulation, maître, il y a objection. Objection. Objection, je suis désolé. Objection à quel sujet? Monsieur Simon, n'essayez pas de manipuler le public. Monsieur Dangote n'a pas besoin de parler lui-même quand son chef de la stratégie fait une sortie le 25 juillet en commençant à déclarer que l'NPC s'oppose à la production locale et à tous les accords qui avaient été mis en place. Donc oui, monsieur Dangote est moi, je réponds aux faits. Soyons précis. Vous avez dit monsieur Dangote. Je vous dis donc que monsieur Dangote n'a jamais rien dit. Donc maintenant, si vous voulez parler de quelqu'un d'autre, parlez de quelqu'un d'autre. Mais ne dites pas monsieur Dangote. Monsieur Dangote n'a jamais rien dit. Et il n'a jamais rien dit. Il n'a jamais rien dit nulle part. Je tiens à préciser ici pour rappel que monsieur Dangote, au Sénégal, par exemple, a subi une injustice criarde dans laquelle la cimenterie qu'il était en train d'implémenter, comme elle venait pour abattre les cartes avec un opérateur français qui était là depuis de longues années, ce dernier a fait intervenir tous les réseaux qu'il pouvait jusqu'au président de la République française qui a contacté Macky Sall à l'époque pour lui mettre la pression pour que la cimenterie de Dangote ne voit pas le jour. Dangote ne s'est jamais exprimé là-dessus. C'est quelqu'un qui sait subir les coups et les injustices en silence. Et je pense que n'eût été l'intervention hasardeuse du directeur de la NNPC, Aliko Dangote n'aurait rien dit. Peut-être qu'effectivement, ses équipes peuvent parler, ils sont payés pour ça. Mais lui-même, il a réagi parce qu'il y avait en son encontre un mensonge honteux, disant que, après avoir construit l'une des plus grandes raffineries au monde, le diesel qui sortirait de là serait de mauvaise qualité. Comment croire que Aliko Dangote parvienne à vendre du brut aux États-Unis, en France, enfin, du brut raffiné? Comment il raffine le fuel? Il le vend en France, enfin, en Europe, il le vend aux États-Unis, il le vend en Amérique latine,
mais c'est le marché nigérian qui est plus exigeant en termes de caractéristiques techniques. Non, tout ça, ce n'est pas du tout sérieux. Et j'espère que M. Tabouré va se ressaisir et qu'il aura des arguments plus pertinents pour la suite. Dangote est parfaitement en droit de mettre la pression au gouvernement nigérian parce qu'il est le premier opérateur économique de ce pays. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si Dangote, le groupe Dangote ferme, ce sont des milliers d'emplois au Nigeria qui se retrouvent menacés. Donc, quand on a un opérateur économique de cette taille-là, il est parfaitement normal que sa voix compte. Et il est parfaitement normal quand il a le sentiment d'être floué dans ses droits, de pouvoir réagir. Et ce n'est que ce qu'il a fait. Il n'a jamais fait une accusation qu'il ne pouvait pas justifier. Tout ce qu'il a dit sur la NNPC était parfaitement vérifiable. Quand on entrera dans le détail, on reverra bien les accusations qu'il a faites et on verra pour chacune d'entre elles que nous pouvons vérifier de manière factuelle que Dangote n'a jamais diffamé. D'ailleurs, la preuve, il n'a à ce jour aucune plainte en diffamation qui est faite contre lui. Tout ce qu'il a dit est sourçable et bien évidemment, nous allons y revenir. Mais si on reste sur cette pression, il y a des mots tels que mafia qui sortent, des ennemis, des mots forts, des mots qu'on utilise quand on est en guerre. Vous n'êtes pas sans savoir que ça peut créer, ça peut déstabiliser également un pouvoir en place. Et voilà, ça peut également inciter les populations à se retourner contre les pouvoirs en place. Et à qui profite tout ça? Toujours au groupe Dangote. Donc, est-ce que cette pression ne peut pas être faite via... Monsieur le juge, quand on a fait un investissement de 20 milliards de dollars, on ne rigole pas. On ne parle pas ici de 2 cacahuètes quand même. Le monsieur a fait le plus gros investissement jamais réalisé au Nigeria. Non, mais... Et il se trouve que sur son chemin, il y a des individus tapis dans l'ombre qui essayent de faire capoter son projet. Il est normal à ce moment-là qu'il réagisse. Toute autre réaction serait surprenante. Vous imaginez 20 milliards de dollars? C'est le plus gros projet jamais réalisé par un privé en Afrique. C'est pareil. Donc, le Nigeria devrait être fier. Dangote devrait être célébré. Ouais. On devrait chanter, on devrait créer des chants pour Dangote et non pour des farotteurs comme on fait. On devrait faire des chants pour Dangote pour remercier l'initiative qu'il a eue. Au lieu de ça, on a des individus qui volent, qui braquent le pays, comme on va le voir tout à l'heure en apportant des faits. Et tout ceci avec pour seul but de s'enrichir. En tout cas, ils sont tombés sur garçon cette fois-ci. Oh là là. Vous voyez, juge? Vous voyez. Alors, j'en appelle à ceux qui nous écoutent et j'en appelle aussi aux jurés présents. Voici exactement ce contre quoi je pense qu'il faut tirer une leçon. C'est encore une fois la présentation de Dangote comme un messie. Et c'est tout un narratif. Parce que c'est quand même incroyable de se dire que déjà, et je reviendrai plus tard sur le fond, sur le fait que même le choix d'avoir investi un aussi gros montant, qui est l'une des raisons pour laquelle ce projet souffre autant, parce qu'il est trop gros, et une tactique complète de Dangote pour se positionner comme justement quelque chose de jamais vu, qui est un impératif à sauver pour tous. Il aurait pu faire, et au départ, quand on regarde la taille nécessaire normalement pour ce projet, avec 7 milliards, Dangote pouvait le closer. Il y a énormément de retard, beaucoup de difficultés qu'il a évidemment imputées au pays, qui lui ont permis de présenter un budget total de 20 milliards dont on parle partout. Mais quand on regarde les chiffres initiaux, 7 milliards suffisaient pour les machines et tout ce qui a été mis en place. Ça, c'est encore un autre détail sur le fond, mais sur la forme. Je pense qu'il y a encore ce sujet à chaque fois de... Oui, maître Simo, sur cet aspect, sur ce chiffre, effectivement. Ne permettez pas à Maître Tabouré d'imputer sa petite vision à M. Dangote. Si pour Maître Tabouré, faire une petite raffinerie... Maître Tabouré a évoqué les retards, vous connaissez, voilà. vous savez... Mais bien sûr, on va entrer dans les détails. Monsieur Dangote, comme beaucoup de projets d'ailleurs, en fait, au départ... Maître Simo, n'essayez pas de réduire ce que j'ai dit à une petite vision. C'est juste dire prière de calmer Maître Tabouré. Là, il commence à... Bon, Maître Tabouré, tout doucement. Calmez-vous. Voilà, laissez Maître Simo développer son point.
Voilà. Monsieur Calmez-vous. Simon, pas vous répondre. Souffrez d'entendre la vérité. Souffrez d'entendre la vérité. Je dis, les Non, 7 milliards. je demande au juge de le recadrer parce que clairement, on ne parle plus du sujet. Là, c'est des attaques ad hominem. Normalement, avec ça, il devrait se prendre une sanction de 6 mois. Maître Tabouret, je vais devoir vous suspendre pour outrage à la cour. Je vous demande de laisser Maître Simon continuer son propos. Maître Simon, je vous prie d'éviter les balles perdues inutiles. Merci. Nous sommes dans les faits, monsieur le juge. Nous sommes dans les faits. Les faits sont têtus. Donc, je dis, le projet de Dangote, bien évidemment, a effectivement connu un débordement budgétaire, mais c'est le propre de tous les grands projets. Quand on regarde, par exemple, le projet de construction d'une centrale nucléaire en Angleterre qui s'appelle Hinkley Point, qui, lui, est un projet, effectivement, qui est fait en milliards de dollars, le projet initial était facturé à 5 milliards de dollars. Aujourd'hui, on est à 19 milliards de dollars. Le budget a été multiplié par 4. Et on n'a pas entendu Maître Tabouret dire que vraiment les Anglais ont de très grandes visions, ils ont fait déraper le projet. Pourquoi apporter une critique aussi acerbe quand il s'agit d'un Africain? Nous sommes très prompts à comprendre que les autres puissent déraper, mais un projet comme celui-là, on est d'accord que personne ne veut faire exploser le budget. Dangote n'a pas besoin de faire exploser le budget. Dangote, je l'ai dit ici, Dangote n'a pas 20 ans, il n'a pas 30 ans. Ce monsieur a 70 ans dans quelques années, dans 3 ans précisément. Il n'est plus au stade où il veut battre des records. Dangote a dit, je vais partir bientôt, je veux laisser un héritage à mon pays. Je le rappelle, pour ceux qui disent que le projet est trop grand, ce n'est pas vrai. La consommation journalière du Nigeria est de 440 000 barils. 440 000, vu qu'on veut parler des chiffres, allons-y. La raffinerie de Dangote, elle a une capacité de 665 000 barils par jour. Ça veut dire que Dangote a fait un projet, pas simplement pour le Nigeria, mais pour l'Afrique de l'Ouest. Donc, il a pensé sous-région. On va lui reprocher d'avoir pensé sous-région. Nous allons voir à qui est-ce que ça profite vraiment, tout ça. Nous allons voir dans un instant. Effectivement, il y a eu ces questions-là. Est-ce que ça profite vraiment aux populations? On connaît votre point de vue sur la question, Maître Simon, mais on va en débattre. Pour finir sur la forme, je voudrais vous demander si ces joutes un peu verbales par voie de presse interposée ne nuisent pas un peu à l'image de la Nigeria, du Nigeria, du continent, et donc viennent encore peut-être effrayer des investisseurs. Donc, monsieur Dangote en est conscient. Donc, c'est pour ça que ce sujet de la forme et ce déballage médiatique est important. C'est-à-dire que est-ce que finalement, on ne nuit pas à l'image? Après ça, nous aurons l'avis des jurés et on passera au prochain sujet, mais juste pour clôturer toujours sur la forme. Mais c'est l'État du Nigeria, permettez-moi, monsieur le juge, qui est en train de nuire à l'image du pays. C'est le gouvernement du Nigeria. Comment on peut traiter son investisseur numéro 1 de la sorte? Qui d'autre dans le monde peut considérer que ce gouvernement est sérieux? Quand on voit comment, au lieu de protéger ses investisseurs, c'est le rôle d'un gouvernement, protéger ses investisseurs. Regardez vous-même le silence du président de la République du Nigeria face à ce dossier dans lequel son propre fils est impliqué, parce que tout à l'heure, on va donner des révélations dans ce tribunal. Le fils du président est impliqué dans la mafia dont Dangote a parlé. Et vous allez comprendre l'origine du mot mafia. Elle était parfaitement justifiée. Ces gens-là sont allés construire une raffinerie à Malte plutôt que de faire une raffinerie au Nigeria. Ils sont allés acheter une raffinerie à Malte pour sortir le pétrole du Nigeria, pour aller le raffiner à Malte et le ramener au pays pour s'enrichir personnellement. C'est inadmissible. Et ils sont prêts à tout pour éliminer Dangote, parce qu'avec une raffinerie sur place, Dangote vient clairement arrêter cette mascarade d'industrie. Donc non, Dangote est à protéger à tout prix. C'est un héros vivant. N'attendons pas qu'il meure pour commencer à dire, comme d'habitude dans nos pays, c'était quelqu'un de bien. Maître Simo, la situation était-elle différente d'un point de vue du gouvernement nigérien? Est-ce qu'il y avait plus de transparence, moins de corruption quand le précédent président et donc allié de Dangote était en place? Parce qu'à ce moment-là, nous n'avons pas entendu M. Dangote se plaindre. Mais vous commencez à arriver vers les vraies questions, monsieur le juge.
Il se trouve que Merci beaucoup, maître. Le président Tinubu, en réalité, a une haine viscérale contre Dangote. Parce que ces deux hommes ont un problème personnel. Et quel est ce problème? On va pouvoir en parler ici. C'est qu'Aliko Dangote n'a pas financé la campagne de M. Tinubu. Aliko Oui, Dangote, donc vous dites bien qu'il y a un problème entre deux camps. Ce n'est pas que un parti, c'est ce qu'on essaie national. Merci. de dire. Il y a deux camps qui se combattent. Donc, pourquoi est-ce que vous estimez qu'il n'y a que le gouvernement qui fait une erreur d'un point de vue comportement, que ce soit en termes de communication, en termes d'action? Non, moi je dis à un moment donné, on ne peut pas continuer de frapper un enfant et lui demander de ne pas pleurer. Parce que c'est ce qu'on demande là, Dangote. Vous voulez que Dangote fasse un investissement de 20 milliards Monsieur Dangote serait un enfant. Alors là, on aura tout entendu. Monsieur Dangote est un enfant. Il nous dit qu'il avait 70 ans tout à l'heure. Maintenant, c'est un enfant. Élevons le niveau de ce débat, s'il vous plaît. C'est une métaphore. Donc, je disais, comment expliquer que un gouvernement, je le répète, le fait que Aliko Dangote n'ait pas financé la campagne de M. Tinubu ne doit pas pousser M. Tinubu à nuire à son pays. Parce qu'en empêchant à Dangote de pouvoir déployer parfaitement sa raffinerie, il nuit au Nigeria. Parce que je veux le rappeler ici, Dangote a des preneurs pour son carburant. Il y a des pays dans le monde qui ont besoin de ce carburant. Ça veut dire que Dangote aujourd'hui raffine son carburant et il le vend aux États-Unis. Il le vend à l'Europe. Donc les perdants dans cette histoire, ce sont les populations nigérianes. Donc Dangote il ne supplie pas l'État du Nigeria. Ce monsieur mérite une médaille. Maître Simo, donc on va rapidement arriver sur cette partie. Maître Tabouré, on va conclure sur la forme, s'il vous plaît. Oui, juste pour je trouve que Maître Simo s'épanche beaucoup comme il le fait toujours dans ses vidéos. Voilà, mais nous ne sommes pas là pour juger les vidéos de Maître Simo. On se contente des propos tenus présents dans Oui. Non, mais ce que je veux dire, c'est que M. Simo, et j'invite ceux qui ont écouté jusqu'à maintenant à se rendre compte qu'il n'a pas répondu à la question sur la forme du tout. Comme tout grand orateur qu'il est et Camerounais de son demeurant, ça parle beaucoup, ça ne dit pas grand-chose. Donc, revenons sur le sujet de la forme, qui est très important, qui est au final de dire... Et après, on parle d'Adominem. Voilà, donc il est très important qu'on parle... Vous avez un problème avec les Camerounais, Maître Tabouré? Maître Tabouré, s'il vous plaît. Maître Tabouré s'en prend tout un peuple comme le Cameroun dans un tribunal. Vous avez un problème avec les Tabourés, avec les Camerounais? J'aimerais pouvoir finir, maître. On ne peut pas finir. On ne peut pas finir. Moi, je laisse parler. Répondez à la question. Répondez à la question. Vous avez un problème. J'aimerais vous avez un problème avec les Camerounais, l'argumentaire complet qui répond à la question sur la forme. J'aimerais qu'on réponde à l'argumentaire question sur la forme, qui est très important, parce qu'au final, on va rentrer sur le fond après, vous verrez que c'est la même chose. Au final, ce qui se passera toujours, c'est on se ressort facile de dire tout le pays et l'Afrique est obligé de Messi. Et c'est vraiment ce narratif de Messi qu'il faut cesser en Afrique. On ne dit pas que ce que Dangote fait n'est pas fantastique. C'est magnifique, c'est très bien. On est très content que ça arrive et le gouvernement a choisi de l'aider en investissant et en lui fournissant du fuel. Déjà, dans l'investissement, la plus grosse partie de l'investissement est faite en nature avec du fuel fourni à Dangote. Donc, il faut qu'on cesse ce narratif de l'État était contre Dangote en permanence. Ce n'est pas vrai. Ils l'ont soutenu aussi longtemps qu'ils ont pu. Maintenant, ce qu'il faut entendre, et qui est très important pour moi, et je reste sur la forme. L'ancien gouvernement. Sur la forme. Même maintenant, Monsieur Simon, laissez-moi dérouler mon argumentaire, s'il vous plaît. Je sais que vous trépignez et que vous ne pouvez vraiment entendre autre chose que la moindre critique sur votre Saint-Père d'un côté, mais souffrez de m'écouter. C'est important qu'on aille jusqu'au bout de l'exercice. Que les gens qui nous écoutent sachent que ce n'est pas parce qu'on fait un gros projet en Afrique qu'on devient de facto le président du pays. À un moment, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. À un moment, il y a un intérêt public qui va plus loin que ce que Dangote peut faire. Et je reviendrai sur le fond, sur le problème qu'on pense toujours à Dangote de socialiser ces problèmes, donc de les mettre au niveau du pays, mais de privatiser ses profits. On en reparle plus tard. Mais pour revenir sur la forme, encore une fois, j'insiste. Ce moment, cette façon de communiquer est purement une tactique de Dangote pour encore une fois se positionner comme une victime. Et j'insiste, c'est d'abord ses équipes qu'il a envoyé se plaindre, et une fois qu'il a pu avoir cette excuse de la problématique de qualité qui au final n'en est pas une, parce qu'on s'en fiche un peu. Le vrai sujet pour moi, quand je veux qu'on retienne de la forme,
de communiquer comme ça pour utiliser le public contre son actionnaire. Et je tiens à ce qu'on rappelle les choses. Ce n'est pas un gouvernement qui est en opposition avec lui. Même si aujourd'hui le gouvernement pose des limites à ce que Dangote peut faire parce qu'il ne veut pas être dépendant de quelqu'un qui est réputé pour être un monopolistique qui favorise ses profits au-delà de ses produits, je comprends derrière qu'à un moment, quand Dangote exige qu'on arrête les importations, qu'on arrête, etc., c'est tout remettre entre ses mains. Et encore une fois, la taille du projet même joue là-dedans. Donc j'aimerais que les gens retiennent aussi quelque chose qui est très important pour l'Afrique de manière générale, c'est que c'est très bien qu'il y ait un d'un côté, mais on devrait plutôt essayer de faire en sorte qu'il y en ait 10 ou 20. Et qu'on ne soit pas toujours en avoir un qui, du coup, quand il fait quelque chose, tout le monde doit baisser la tête, tout le monde doit faire tout ce qu'il veut. Donc je pense qu'il est très important qu'on retienne que ce n'est pas anodin, la façon dont Dangote communique, c'est purement stratégique. Et au final, il n'y avait pas de grand problème. On lui a donné son pétrole. Il n'y avait pas besoin de faire tout ce boucan. Et comme l'a dit le juge à juste titre, qui perd dans cette histoire, c'est l'ensemble du Nigeria qui, du coup, maintenant, on se dit, le seul mec qui fait une raffinerie ne peut pas s'entendre avec son principal actionnaire. Et vous imaginez bien que demain, ce que nous, on voudrait, ce n'est pas forcément qu'il y ait d'autres étrangers qui viennent investir. Non, que d'autres Nigérians investissent. Que d'autres Nigérians, ou d'autres Africains d'ailleurs, why not, viennent investir au Nigeria, viennent faire de la raffinerie. Mais si d'un côté donne l'impression qu'il n'y a que lui qui peut le faire, et que quand lui le fait, on lui pourrit la vie, alors que c'est son actionnaire, hein, il pourrait lui parler directement, il pénalise tout entrepreneur africain qui voudrait faire la même chose demain. Et c'est ce que je voudrais qu'on retienne aussi sur la forme choisie. Merci. Bon, permettez-moi, monsieur le juge, de corriger quand même quelques éléments annoncés par monsieur Tabouré qui font montre d'une ignorance criarde de l'histoire. Je tiens à rappeler ici devant votre tribunal que pendant de très longues années, le gouvernement du Nigeria a supplié plusieurs opérateurs économiques dans le monde. Donnez vos sources, monsieur Simo. Bien, vous avez une source, vous étiez là quand ils ont supplié. Vous les avez vus à genoux. Monsieur Simo, est-ce que vous avez des sources? Là, vous êtes en train de... Des entreprises comme Mittal. Des entreprises comme... Attendez. Preuve de ce que vous avez. Je vois que vous avez beaucoup de mal avec la vérité. Laissez-moi parler, s'il vous plaît. Donc, je dis, le gouvernement du Nigeria... À un moment, on est dans un tribunal. Mais non, ce ne sont pas des oui-dire, c'est documenté. Le gouvernement du Nigeria, et ça c'est logique, le gouvernement du Nigeria a pendant de très longues années recherché des investisseurs qui pouvaient construire une raffinerie au Nigeria. À tel point que le gouvernement du Nigeria était même prêt à offrir gratuitement des puits de pétrole à quiconque acceptait de venir travailler au Nigeria. Pourquoi ces opérateurs économiques internationaux ont refusé de venir au Nigeria? Parce que le Nigeria est reconnu comme étant... Ça, c'est leur problème. Pardon? 4 raffineries existent aujourd'hui, mais ne fonctionnent pas. On va arriver à ça. Le problème du Nigeria, c'est que c'est un gouvernement qui est extrêmement corrompu. C'est un pays qui est extrêmement corrompu. Donc, beaucoup d'opérateurs ont décidé qu'ils ne pouvaient pas venir travailler dans ces conditions. Donc, voilà donc un gouvernement qui est aux abois, qui supplie tous ceux qui veulent bien venir lui donner un coup de main pour pouvoir lui donner une raffinerie localement, qui maintenant, quand un local décide de faire un projet de raffinerie, on commence à venir lui dire qu'il veut un monopole. Si les Occidentaux, les Blancs, que le gouvernement du Nigeria allait chercher, avaient accepté de venir lancer une raffinerie, ils auraient eu de la concurrence. Ils n'auraient eu aucune concurrence. Et ça ne posait de problème à personne. Mais Dangote aurait fait concurrence. C'est ce que nous souhaitons. Mais Dangote, justement, je le rappelle d'ailleurs, quand on dit que Dangote n'est pas seul, il y a 4 raffineries au Nigeria qui appartiennent à l'État du Nigeria. Le problème, c'est que le gouvernement n'est pas fichu de les faire fonctionner. Dangote est la 5e raffinerie du pays. Donc, quand on parle de monopole, ce n'est pas vrai. Il y a déjà 4 raffineries. Ce n'est pas la faute de Dangote si les raffineries des autres ne marchent pas. Le jour qu'elles vont marcher, elles ne fonctionnent pas. Le jour qu'elles vont fonctionner, on aura 5 raffineries dans le pays à minima, sans compter le fait que la réussite ou non de Dangote va inspirer d'autres Nigérians à construire des raffineries. Il y a des opérateurs économiques au Nigeria qui ont il n'a pas besoin de cette réussite. Il n'a pas besoin que cette réussite se fasse en lui facilitant plus que nécessaire et en instrumentalisant le public sans cesse. Il n'a demandé aucune faveur. Quelle est la faveur qu'on a donnée à Dangote? Rien. Si. On a donné. Laquelle? Non. Dangote, attention, il n'a pas eu de faveur. Il a eu quelle faveur? Non, on a investi chez lui. Jusqu'à présent, il n'a pas toutes ses licences. Il n'a même pas encore toutes ses licences. Je reviens sur l'argument que je vous ai donné au début. Le timing, et on revient sur la forme, le timing de ces sorties
par ses équipes ensuite de lui en tant que victime, et juste après qu'on lui a annoncé qu'on n'investira pas autant que prévu et qu'il n'aura pas autant de barils que prévu. C'est pour ça que la discussion a été toujours et reste sur Dangote veut une distribution garantie de pétrole par la NNPC et locale, qui, au demeurant, lui était acquise par un investissement qu'on a diminué pour des raisons justifiées. Mais il n'avait pas besoin, encore une fois, quand ton actionnaire te dit demain... Quelles sont ces raisons justifiées? Ton actionnaire te dit... En fait, ce que je veux dire, c'est qu'encore une fois, sur la forme, quand ton actionnaire te dit... Quand la NNPC a accepté 20% de part d'action dans la raffinerie, oui, on ne lui a pas mis un fusil sur la tête. Ils ont bien validé eux-mêmes d'après leur qualité. Oui, mais c'était à quelle époque? Oui, à quelle époque? Exactement. C'était en 2021, quand Dangote n'avait pas perdu. Alors, parlons. C'était sous... Non, et puis, non, mais je ne veux pas qu'on rentre dans la politique. Je trouve que... Oui, et je trouve que... je trouve qu'encore une fois, cet argument... Non, voilà, ne parlons pas du président. Moi, je parlais juste factuellement. Non, parlons factuellement. Parce que après tout, je pense que c'est une expérience business et une situation que beaucoup de business vont rencontrer. Quand votre actionnaire investit dans un projet en vous disant « je vous donne 20%, dont 80% des 20% seront des barils garantis parce que je sais que ça dit beaucoup », et qu'en cours de route, le projet prend tellement de retard que d'un côté, l'an dernier, sur la refinerie, a pris 1,7 milliard de pertes juste sur le retard. C'est normal en tant qu'actionnaire que vous vous dites, mais en fait, cette histoire ne va pas pouvoir nous rapporter ce qu'on a prévu que ça rapporte, donc on ne va pas y mettre autant d'argent et autant de sous que prévu. Malheureusement, je suis désolé, je pense qu'à un moment, la discussion est légitime. Maître Tabouret, bon, est-ce que vous êtes là? C'est pas possible. On ne peut pas se plaindre. Alors, on ne peut pas se plaindre même votre connexion n'est pas d'accord avec réduire son investissement. Non, le problème n'est pas le fait que l'actionnaire réduise sa participation. Très bel exemple, maître. Je pense qu'il faut... Très belle illustration. Je vois que vous interprétez même des signes. C'est beau. Bon. Attendez, s'il vous plaît. Cette réponse est très importante. Je pense qu'il faut avoir une vision holistique de la situation. Le problème de la raffinerie, le problème du pétrole, c'est un problème éminemment politique. Ça ne peut pas être un problème que l'on analyse uniquement sur la base d'arguments business. Je l'ai dit ici tout à l'heure, le précédent gouvernement du Nigeria, le gouvernement de Buhari, était en faveur de ce projet. Et c'est sous le gouvernement de Buhari que les accords de 20% ont été signés. Exactement. Je rappelle encore que jusqu'à l'année dernière, les accords de 20% étaient maintenus alors même que tous les retards et dérapages dont Maître Tabouret parle ici étaient déjà connus. La NNPC avait maintenu son investissement de 20%. Les accords étaient déclenchés lorsqu'ils finissaient. Permettez-moi de terminer. C'est normal, il n'y a pas besoin de changer les choses. Maître Tabouret, s'il vous plaît. Permettez-moi de terminer. On se rend compte que, avant de partir du pouvoir, le président Buhari insiste pour inaugurer la raffinerie de Dangote parce qu'il veut que ce trésor national soit imputé à son mandat. Donc, Dangote va accélérer les choses pour pouvoir permettre une ouverture officielle. Comme par hasard, quand Tinubu arrive au pouvoir, de manière, il faut le rappeler ici, très contestée, l'élection de Tinubu a été très contestée au Nigeria, les résultats étaient très limites. La première chose que Tinubu fait, c'est qu'il change les dirigeants de la NNPC. Ça veut dire que les dirigeants qui en fait, tout ça ne répond pas à la question de la forme. Monsieur Simo, tout ça ne répond pas à la question de la forme choisie par Monsieur Dangote. Maître Tabouret, s'il vous plaît, je vais reprendre la main là. Je vais demander, si vous voulez bien, d'ajouter Madame Amina et Monsieur Marc du jury pour qu'ils tranchent sur cette première partie. Ils vont nous dire qui les a le plus convaincus et puis on passera à la deuxième partie. Donc, merci de les rajouter, Maître Tabouret, dans le stream. Ah oui. Excusez-moi. Marc et Amina, alors, oui, tout de suite, Amina est là. Donc, encore une fois, voilà. Marc et Amina sont des membres de la tribu SOA, pour ceux qui demandent à quel titre ils ont eu l'infâme honneur d'être là. Donc, si vous voulez rejoindre la tribu, vous savez comment faire. Ah, on a perdu Marc, hein, je suis désolé. Ok, on va commencer avec Amina. Bonjour Amina. Amina, donc, merci d'être là. Vous m'entendez correctement? On vous entend très bien. On vous entend très, très bien. Merci d'être là. On vous demande de nous dire concrètement qu'avez-vous pensé de cet échange et qui vous a convaincu
sur cette question de forme? Eh les amis, je vous prends quelques secondes pour vous remercier. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre, à écouter, à regarder ce podcast et ça nous donne une force énorme. C'est important pour moi aussi de rappeler la vision derrière ce podcast. On souhaite, avec ce podcast, tout simplement que chaque personne puisse atteindre son épanouissement personnel, puisse être le plus heureux possible. Et ça passe, nous pensons, par le développement d'une culture business. Parce que vous soyez cadre dirigeant, entrepreneur, employé, étudiant, au chômage, vous avez besoin de développer votre culture business pour passer un palier dans votre chemin de vie. Et ce qu'on propose, c'est d'aller encore plus loin. Aller plus loin que regarder le podcast. Pour ceux qui veulent aller plus loin, nous avons mis en place la communauté Telegram. La communauté Telegram, c'est aujourd'hui maintenant 400 membres. 400 membres issus de 26 pays différents, d'Allemagne, d'Italie, de France, du Congo, du Mali, des Africains du monde entier qui sont réunis dans cette tribu, comme on l'appelle, la tribe, et qui, au quotidien, échangent, se donnent des feedbacks sur différents projets. Donc, quand on vous dit que avec cette communauté, vous avez accès à Kai et Moulay pour échanger sur quelques questions, c'est vrai, mais la vraie valeur ajoutée, vous la tirez de cette communauté qui, en plus d'échanger chaque jour sur le Telegram, vous donne rendez-vous chaque mercredi dans des masterminds privés où on va parler crypto, on va parler de préparation de l'épargne, on va parler de publicité online, on va parler de trésorerie d'entreprise. Autant de sujets techniques portés par des membres de la communauté experts dans leur domaine. Vous ne voudrez vraiment pas manquer ces rendez-vous. J'insiste, on a vraiment envie d'accueillir encore plus d'esprits brillants, amoureux de l'Afrique dans cette communauté. Rejoignez-nous, le prix 150 € à l'année, 100 000 francs CFA à l'année, je dis bien à l'année, et surtout quelque chose qu'on vous a jamais dit et que je dis haut et fort ici, si au bout d'un mois, vous n'êtes pas satisfait, on vous rembourse. Rejoignez la tribe, la meilleure communauté pour les gens qui veulent développer leur culture du business en Afrique et dans le reste du monde. Qu'avez-vous pensé de cet échange et qui vous a convaincu sur cette question de forme? Alors, c'était un échange très dynamique et les arguments des deux côtés sont complètement ils sont convaincants. Donc, je rejoins M. Tabouret sur le fait qu'on ne peut pas avoir un seul sauveur en Afrique et que ce n'est pas parce qu'il a investi 20 milliards qu'en fait, il peut se permettre publiquement de mettre la pression sur le gouvernement. Mais je suis aussi du côté de M. Simo où aujourd'hui, ce que fait M. Dangote sur le continent, c'est juste spectaculaire et que c'est vrai que, de facto, il devrait avoir le soutien de son gouvernement parce qu'aujourd'hui, ce qu'il va faire, ça ne va pas faire seulement éclore le Nigeria, mais également l'Afrique de l'Ouest. Cependant, vu que je suis une partisane on ne peut pas tout mettre dans les mains d'un seul homme, M. Tabouret m'a plus convaincu. Voilà, ça c'est mon avis personnel. Mais j'entends complètement les arguments de M. Simo, mais ce n'est pas parce qu'aujourd'hui on est là, ce n'est pas forcé les 20 milliards. Hein. C'est un investissement qu'il a décidé, c'est un projet qu'il a mené et c'est très bien. Et on soutient et on lui donne la force. Et aujourd'hui, si les investissements de M. Dangote sur le continent se passent mal, c'est un mauvais message qui est envoyé à tous les jeunes entrepreneurs africains. Cependant, il doit aussi je pense qu'il aurait dû rester fidèle à sa ligne de conduite habituelle. Et que si ces gens sont ses investisseurs, effectivement, c'était moyen d'afficher cela publiquement. Voilà. Merci beaucoup, Amina. Cet avis est très clair. Il faut aller doucement avec moi. Hein. Incroyable. C'est incroyable. Maître Simo, attendez, je vais juste lire quelques réactions des membres de la tribu. Pour l'homme providentiel, moi, c'est quelque chose de vraiment… Votre avis s'entend, on comprend que Maître Tabouret a fini par vous convaincre. Je vais lire quelques autres réactions de membres de la tribu. On a beaucoup de personnes qui finalement votent blanc, votent nul. Alors les gens qui tranchent disent je vote Simo, je ne considère pas
encore qu'il s'agit d'une injustice avant la partie sur le fond. Mais sur la forme, je pense que Dangote n'avait pas le choix de rendre la question publique. L'argent ne fait pas tout et les forces en face de lui semblent lui être hostiles personnellement. Donc là, on a un vote pour M. Simo. Et ensuite, on a alors quelqu'un qui pose la question, il faut respecter l'aîné ou le riche. Voilà. Ensuite, alors Manaman, qui dit être d'accord avec M. Simo. Manaman, si elle rentrait dans la discussion, comme ça, on aura également un deuxième avis et on passera à la suite. Est-ce que comme je me suis senti indexé par les propos d'Amina, je pense ce serait peut-être. Ce n'est qu'un avis, ce n'est qu'un avis du. Oui, c'est un avis, mais c'est un un juré. avis. Vous ne pouvez pas répondre au juré aussi, maître, quand même. Apprenez à écouter. C'est un avis biaisé. C'est un avis dangereux pour les investisseurs. Parce que, voyez-vous, un investisseur. Monsieur Simo, nous avons dit que nous clôturons cette partie. Un investisseur. Allez-y, que faites-vous, monsieur le juge? Que faites-vous? Non, il faut rappeler au public. Il faut rappeler au public qui est un investisseur. Parce que j'ai l'impression que les gens ne réalisent pas de qui on parle ici. Un investisseur, c'est une denrée hyper rare dans le monde. Je rappelle ici que la France, l'Angleterre, supplient Dangote de venir investir chez eux. Donc, à un moment donné, soit on veut donner le sentiment à nos investisseurs qu'ils sont uniques, on les flatte et qu'on veut qu'ils restent chez nous, ou alors on veut leur faire comprendre qu'ils sont des gens comme tout le monde. Non, Madame Amina, M. Dangote n'est pas quelqu'un comme tout le monde. M. Dangote change l'image de son pays. Attendez. Cet homme-là, il a décidé de faire quelque chose. À un moment, on lui donne du pétrole. Qu'est-ce qu'il veut encore? Non, la plupart des personnes, on ne peut pas tout faire pour lui. On ne lui a pas donné de pétrole, c'est une fausse communication. On ne peut pas avoir quelqu'un comme Aliko Dangote dans son pays et on dit qu'on doit on ne doit pas. Non, on doit célébrer Aliko Dangote. Moi, je suis vraiment Maître Simo, Madame Amina n'a pas dit le contraire. Elle a confirmé. Voilà, j'ai confirmé que ce qui fait elle a dit et qu'effectivement, il devait être soutenu. Cependant, il doit être soutenu. Est-ce que Nelson Mandela a été un homme providentiel pour l'Afrique du Sud? À un moment donné, dans l'histoire d'un pays, on peut avoir un homme qui est providentiel. Les États-Unis, Abraham Lincoln. À un moment donné, on peut avoir un homme qui change l'histoire d'un pays. Oui, mais Maître Simo, nous avons également. Nelson Mandela n'a pas changé seul l'histoire de l'Afrique du Sud. Mais Dangote n'est pas seul. Dangote n'est pas seul. Dangote n'est pas seul. Il y a des milliardaires. Hein. Justement, on doit justement mettre en avant qu'il n'est pas seul. Je pense que ce à quoi fait référence Amina, c'est que dans l'histoire de nos pays, nous avons constaté trop fréquemment que justement la culture de l'homme providentiel nous emmenait parfois vers des catastrophes où les gens ont tendance à voter pour une personne plutôt que pour un projet. On est dans un cadre privé ici, donc ce n'est pas la même chose. On vous rejoint, mais c'est un avis qui se tient et le point de dire que ce n'est pas parce que vous avez mis autant de sous que vous avez le pouvoir, que vous pouvez vous adresser comme vous voulez au gouvernement, c'est également un avis qui se tient. Par contre, on a également, je pense que les jurés ont également retenu votre point, que vous avez dit dans votre plaidoyer au départ, qui est très pertinent, vous avez dit que ce n'est pas sa richesse qui le permet de parler, mais c'est le fait qu'il représente des milliers d'emplois. Je pense que là, vous avez également été clair là-dessus et que c'est à ce titre, en représentant, on va dire, de tous ces emplois et toute cette économie qu'il fait tourner, qu'il a effectivement son mot à dire en tant qu'opérateur économique majeur. Nous allons voir dans quelques instants maintenant si c'est vraiment ces employés qui profitent, si c'est vraiment les populations du Nigeria qui profitent des projets de Dangote. Avant ça, nous allons conclure avec Manaman. Manaman, juste du coup sur cette partie-là, vous étiez plutôt avec Maître Simo. Qu'est-ce que vous reprochez peut-être à l'argumentaire de Maître Tabouret sur ce point-là? Et on libère Madame Amina. Allô, vous m'entendez? Maintenant? Oui, on vous entend, mais on ne vous voit pas. Hello. Voilà. On vous entend. Vous m'entendez? Ok.
En fait, je suis d'accord avec Voilà. Philippe parce que pour moi, avec tout cet investissement, il aurait dû être beaucoup plus accompagné par le gouvernement. Et comme on l'a dit, pourquoi c'est maintenant, pourquoi c'est calculé, pourquoi c'est maintenant qu'il sort dans les médias, moi je me dis, il n'est jamais trop tard pour bien faire en fait. Et il faut qu'il utilise toutes les armes qu'il a en sa possession pour pouvoir s'en sortir. D'accord. Et sur les points de Maître Tabouret, ça ne vous a pas convaincu? Non, non. Totalement. D'accord. OK. En tout cas, merci beaucoup. Merci. Merci également à Maître Tabouret et Maître Simo pour cette première partie. Merci, Madame, pour cet avis. Nous allons enchaîner directement parce qu'il y a un élément qui revient systématiquement et toujours sur cette thématique de sauveur, c'est les projets vont profiter aux populations. Aujourd'hui, la population nigériane fait des rangs devant les stations essence. Il y a des pénuries. Aujourd'hui, la population nigériane non seulement est taxée cher parce qu'elle est dans cette politique d'importation, mais en plus, il semblerait que ce fouet qui est importé soit pas forcément de très bonne qualité. Donc, c'est la population qui souffre. Et ce qu'on entend, c'est que justement, M. Dangote vient pour réparer tout ça, va nous sauver finalement. En tout cas, c'est son ambition. C'est ce que semblent dire ceux qui le défendent. Ses détracteurs diront que c'est juste un homme d'affaires qui a une opportunité, qui a des moyens et qui va tout faire pour encore plus s'enrichir, malgré sa richesse déjà conséquente. Maître Tabouret, je vous donne la parole en premier là-dessus et Maître Simo répondra. Merci beaucoup, votre honneur. Je pense que sur le fond, justement, j'aimerais qu'on prenne un moment pour parler un peu plus technique, parce que chez SOA, on aime donner quand même des outils aux gens au-delà de discuter des tendances. Et je pense que là, l'expérience d'un côté intéressante, parce que notamment, on vend beaucoup ce fameux gain pour le Nigeria, pour le pays. Alors, c'est indéniable que dans tous les cas, une entreprise de cette taille, quand elle embauche, quand elle se crée, quand elle forme, est essentielle pour renforcer le tissu économique du Nigeria. Là n'est pas la discussion. Le problème, c'est que je trouve que, et c'est intéressant parce que d'un côté, sur le fond, lui-même ne se présente jamais oralement ni par écrit comme étant un gain pour le pays. C'est un narratif qu'on lui prête et que lui entretient parce que ça l'aide à développer, mais au final, quand on regarde, il faut être très concret. La raffinerie d'un côté, dès le début, par exemple, on parle beaucoup de l'impact que ça aura sur le pétrole dans le pays. Il faudrait que d'un côté produise 50% du pétrole du pays pour que vraiment sa raffinerie tourne. Et ce serait ridicule d'imaginer que parce que le pétrole est fait localement, ça va suffire pour régler les problèmes de prix. D'un côté, comme l'a dit à juste titre Maître Simo au début, vend son pétrole au même prix que les autres. Ce que les Nigérians gagneront sera peut-être les frais de transport. Et encore, sur des barils de cette taille, ce n'est pas significatif à la pompe. Donc, il n'y aura pas un gain énorme pour les Nigérians. Il ne faut pas espérer un gain à la pompe pour les Nigérians si tout passe par d'un côté. Il ne faut même pas espérer, et ce qui est plus inquiétant pour moi, c'est, alors là, on rentre plus dans l'économie, en fait, que dans le business et ni dans la politique, c'est qu'en fait, on parle beaucoup du fait qu'on espère que quand d'un côté produisent, on ait un gain sur la monnaie, sur le naira, et donc sur l'acquisition de monnaie étrangère parce qu'il va vendre en dollars. Le problème, c'est qu'en réalité, ça ne va pas forcément avoir un énorme impact, encore une fois, parce que si d'un côté vend du pétrole ailleurs, il faudrait qu'il puisse vendre une quantité si énorme qu'en fait, il ne donnerait rien localement. Donc, il faut qu'on choisisse en fait le narratif. On ne peut pas d'un côté espérer que d'un côté diminue le coût ou améliore la qualité du pétrole localement et en même temps espérer qu'il vende à l'export et donc ramène du forex. Et c'est ça qui est un peu dangereux, c'est qu'on vend les deux en même temps sur le fond. Surtout quand on sait une chose, et c'est là où maintenant on rentre dans l'historique de d'un côté, et c'est là où je pense qu'il est important que les gens se rendent compte. D'un côté, en tant qu'homme d'affaires, est vu comme étant quelqu'un qui, historiquement, en fait, produit des choses qui sont effectivement critiques, donc le ciment, beaucoup d'autres choses, mais qui a tendance à surfacturer. Et c'est pour ça que d'un côté est réputé, par exemple, le ciment que faisait d'un côté au Nigeria était extrêmement cher par rapport au prix du ciment dans les autres pays africains.
Et c'est aussi ce qui explique pourquoi Dangote a beaucoup de mal, en fait, à vendre en dehors de son pays. Ses performances de Dangote Cement en général sont essentiellement soutenues par les ventes locales, où il est protégé par le gouvernement parce qu'il est évidemment quelqu'un qui a un pouvoir politique énorme. Donc je trouve que sur le fond, parce que là on ne parle plus de la forme, c'est étonnant de voir quelqu'un qui est spécialisé dans l'entrepreneuriat politique, c'est-à-dire dans les choses critiques et avec des relations politiques fortes, se plaindre que soudainement, ses partenaires habituels qui lui permettent de mettre en place des quasi-monopoles, alors c'est plus des oligopoles, mais des quasi-monopoles, ne l'aident pas. C'est un peu étrange pour moi parce qu'en fait, c'est comme si, pour reprendre un peu ce que dit M. Simo, M. Dangote est lui-même de la mafia et soudainement, quand la mafia ne l'arrange pas, il appelle tout le monde pour dire attention, eux, c'est la mafia. Donc il y a un vrai sujet sur le fond derrière de se dire ce projet est important, mais il n'est pas suffisant. Il faut d'autres Africains, d'autres entrepreneurs qui le fassent et ça ne devrait pas être quelque chose où, quand il y a un désaccord entre deux actionnaires, encore une fois, l'État est actionnaire de d'un côté, ça ne devrait pas devenir un truc où on a l'impression qu'en fait, on est en train de mettre à mal tout le pays. Merci. Maître Tabouret. Maître Simon. Alors, moi, j'ai 4 points. Je ne sais pas si je pourrais tous les développer dans cette intervention-ci, mais peut-être que je vais continuer avec lors des prochaines interventions. La première chose, c'est que je vais d'abord rappeler que le premier gain, parce que Maître Tabouret parle vraiment comme quelqu'un qui ne comprend pas comment l'industrie fonctionne. Le premier gain pour le Nigeria, c'est que la raffinerie de Dangote va en finir avec les pénuries. Au-delà même du prix à la pompe, le fait qu'il y ait du carburant disponible tout le temps, quand on a un approvisionnement sans cesse, parce qu'il faut le dire, quand il y a des pénuries, comme c'est le cas par exemple ces dernières semaines au Nigeria, les industries en souffrent énormément. Parce qu'il faut bien le savoir, comment fonctionnent des grandes usines? Beaucoup de grandes usines fonctionnent à base de carburant. Donc quand dans un pays, il n'y a pas de carburant, ça veut dire qu'on ne peut plus fabriquer le savon, on ne peut plus fabriquer le sucre, on ne peut plus fabriquer des tomates concentrées, on ne peut plus fabriquer du riz, on ne peut plus rien fabriquer du tout. Ou alors, on utilise des groupes électrogènes, et encore, les groupes électrogènes fonctionnent avec du carburant. Donc je veux dire, sans carburant, dans nos pays, c'est quasi impossible de faire quoi que ce soit. Donc, la première chose que la capacité de Dangote va apporter au pays, c'est stabiliser la production. Et rien que ça, même si les prix à la pompe ne bougent pas, rien que ça, c'est déjà un gain énormissime. Et on devrait l'applaudir pour ça. Deuxième chose, pourquoi les prix vont quand même normalement diminuer? Eh bien, les prix vont diminuer pour une raison toute simple, les coûts de revient. Je rappelle aujourd'hui que le gouvernement du Nigeria vend du brut et achète du pétrole raffiné. Ça veut dire que le pétrole raffiné qu'ils achètent, ils l'achètent à l'étranger, payent un transport, le réceptionnent dans le pays, créent un réseau de distribution et ensuite permettent aux grossistes de racheter ce fuel raffiné pour ensuite aller le distribuer aux populations. En ayant un fournisseur local, national, il n'y a plus des coûts de transport, il n'y a plus les temps de transport, mais surtout, ce qu'il faut aussi reconnaître, c'est qu'il n'y a plus aujourd'hui la dépendance vis-à-vis de l'extérieur. Parce qu'aujourd'hui, vous parlez en disant, oui, maintenant, Dangote est monopole. Je rappelle, on l'a vu avec la guerre en Russie et en Ukraine. Le jour où ces deux pays sont entrés en guerre, les gens ont commencé à avoir faim en Afrique. Parce que ces pays-là étaient dépendants du blé venant de Russie et d'Ukraine. Donc, si demain, les pays dans lesquels le Nigeria se retrouve à acheter son fuel sont en difficulté économique, comme ça a été le cas, par exemple, pendant le Covid, du jour au lendemain, l'Inde a dit qu'ils ne vendent plus leur riz à l'étranger. Priorité, le marché indien. Donc, tous les pays africains là, qui ne fabriquent pas du riz et qui achètent du riz en Inde se sont retrouvés bloqués. Parce qu'ils ne pouvaient plus acheter de riz en Inde et ils avaient des millions de populations qui voulaient manger le riz tous les jours. On fait comment? Donc, avoir une production locale n'a que des avantages. Ça n'a que des avantages. Parce qu'en plus, Dangote, en étant sur place, je veux dire, même s'il veut faire chanter le gouvernement, au pire des cas, le gouvernement peut faire intervenir l'armée et l'obliger à produire. Donc, ils ne peuvent pas faire ça avec quelqu'un qui est à l'étranger. Donc, avoir quelqu'un qui produit sur place, ça n'a que des avantages. Maintenant, l'autre point, tu as parlé de la surfacturation de Dangote. Là encore, j'ai l'impression que, Maître Tabouret, vous avez un problème personnel avec Dangote. Vraiment, je pense que dans vos entreprises, vous fixez vos prix vous-même. Je ne comprends pas pourquoi quand c'est chez Dangote, vous venez commencer à regarder comment il fixe ses prix, comment il fait ses marges, il surfacture. C'est l'offre et la demande. C'est le principe de l'économie. L'offre et la demande. Non. Je vais rappeler ici une chose. Il n'y a justement pas... Je vais rappeler ici une chose. D'ailleurs, je n'ai pas donné un point tout à l'heure. Les prix à la pompe
au Nigeria, comme dans tous les pays dans le monde, sont déterminés par le gouvernement. Ce n'est pas Dangote qui va décider de baisser les prix à la pompe. Même si le gouvernement du pays accepte le fuel moins cher chez Dangote, il reviendra au gouvernement de décider s'ils veulent baisser le prix à la pompe ou pas. Donc, de manière ultime, cette décision n'appartiendra pas à Dangote, même en produisant du fuel à un prix plus intéressant sur place. Pour ce qui est de la surfacturation présumée de Dangote, je tiens à rappeler que pour ce qui est du ciment, je pense que beaucoup d'entre vous le savent ici, une entreprise française dont je tairai le nom, qui s'appelle Lafarge, a eu en Afrique, dans les anciennes colonies françaises, un monopole de 50 ans pour produire le ciment. Non, mais c'est vrai, il faut dire la vérité aux gens. L'entreprise française dont je tais le nom, qui s'appelle Lafarge, a eu le monopole au Cameroun, en Côte d'Ivoire, dans plein de pays, pour produire du ciment. Imaginez donc des pays au lendemain des indépendances, dans lesquels il n'y a aucune capacité de production industrielle, qui s'appuie essentiellement sur des usines de l'ancien colonisateur, et à qui on fait signer des traités léonins dans lesquels les pays s'engagent à dire que on ne va pas leur faire de concurrence pendant 50 ans. Ça veut dire qu'un pays comme le Cameroun, 30 millions d'habitants, la Côte d'Ivoire, 30 millions d'habitants, ces pays-là n'avaient pas le choix. On construit tout en ciment dans nos pays. On ne passait que par un opérateur. Excusez-moi, mais quand Dangote arrive, c'est une bouffée d'oxygène. Le fait d'avoir, je vais vous rappeler que pour le cas d'espèce au Cameroun, quand Dangote est arrivé pour faire du ciment, il voulait diviser les prix quasiment par deux. Ce sont des manigances politiques qui ont obligé Dangote à s'aligner au prix qui était déjà pratiqué sur le marché. On lui a dit, OK, on te permet de venir faire du business, mais on ne te permettra pas de casser le marché en baissant les prix. Donc, quand on dit que Dangote pratique certains prix dans certains pays, mais c'est aussi parce qu'il y a d'autres acteurs qui travaillent déjà avec ces prix-là et qui ne sont pas d'accord pour que Dangote vienne mettre du sable dans leur tapioca ou dans leur attiéké. Donc, l'accusation des prix, bien sûr qu'elle profite à Dangote, il fait du bénéfice, mais qui fait de l'entrepreneuriat pour ne pas gagner d'argent. Mais je tiens à préciser quand même qu'à bien des endroits, quand il a voulu baisser les prix, ça n'a pas été accueilli favorablement, d'abord par des opérateurs qui étaient eux-mêmes déjà présents dans le pays. Donc, Dangote, quand on regarde sa manière de fonctionner dans le business, ce n'est pas simplement quelqu'un. Et je le rappelle ici, vu les risques que Dangote prend, mais excusez-moi, mais quand on est au niveau de Dangote et qu'on a l'argent qu'il a, il pourrait être tellement rentable. D'ailleurs, il a dit, beaucoup de ses amis placent leur argent en l'étranger. Et ils lui disent, mais pourquoi tu continues d'investir dans ce faux pays qu'est le Nigeria? Est-ce qu'on peut comprendre que Dangote aime juste son pays? Oui, il gagne de l'argent avec ça. Mais quand on arrive au niveau de Dangote, peu importe le pays où il va gagner de l'argent. Il n'a même pas besoin de travailler, il place son argent, il va gagner de l'argent avec, il va gagner des intérêts. Donc, s'il décide de se lancer dans certains projets, c'est parce qu'il veut relever des challenges, c'est parce qu'à un certain stade, je pense que vous le savez, quand quelqu'un a déjà atteint un certain niveau de satisfaction avec l'argent, ce n'est plus l'argent qu'il cherche. Il cherche d'autres choses. Il cherche la notoriété, il cherche l'accomplissement, on connaît la pyramide de Maslow, il cherche à laisser un nom, un héritage, et Dangote est clairement arrivé à ce stade-là. Donc, je pense qu'on est au stade-là où il veut essayer de vendre le pétrole le plus cher. Non, Dangote veut marquer encore plus profondément l'histoire de son pays et de son continent. Et dans cette démarche, ce ne sont pas que les intérêts économiques qui dictent ces décisions. Mais comment savez-vous que c'est son intention, Maître Simon? Il l'a dit très clairement lors de son interview qu'il a donnée et dans laquelle Maître Tabouret a choisi d'écouter certaines parties. Il a clairement dit, j'ai 67 ans, dans 3 ans j'en aurai 70, je suis plus à un stade de ma vie dans lequel je cherche à accomplir quoi que ce soit. Il l'a clairement dit. Je ne suis plus à une époque de ma vie. Je le rappelle ici pour que vous compreniez bien le mindset de Dangote. À l'époque, quand on a sorti, les Américains ont sorti un communiqué en disant que Oprah Winfrey était la femme noire la plus riche du monde, avec un patrimoine de 1 milliard de dollars. Dangote est sorti pour dire c'est bizarre, j'ai beaucoup plus d'argent que ça. C'est à cette époque-là qu'on a découvert Aliko Dangote. Quand les Américains avaient dit qu'Oprah Winfrey était la femme la plus riche du monde, il est venu dire c'est un faux classement. Ici au Nigeria, en tout cas, chez Dangote, on fait beaucoup plus d'argent que ça. Voilà comment l'histoire de Dangote a commencé à être connue. Donc c'est quelqu'un qui... Non, mais c'est pour dire que c'est quelqu'un qui, à une période de sa vie, était à un stade où il voulait qu'on sache qu'il fait des choses. On sache qu'il réussit, qu'il a de l'argent. Mais ça, c'était il y a 30 ans. Aujourd'hui, il n'est plus ça nous désole du coup que votre client n'ait pas pu venir aujourd'hui pour qu'on en sache plus sur sa vision.
En tout cas, mais- on aurait aimé. Hein. mais- Moi-même, vraiment, beaucoup aimé. Vous pouvez je voudrais, en fait, vous pouvez payer on une a heure un de Dangote, point. monsieur. Je peux vous envoyer sa facture. Hein. Je vous demanderai d'être respectueux vis-à-vis de la justice, s'il vous plaît, Maître Simon. Je voudrais juste attirer l'attention sur le sujet de la psychologie Dangote, parce que je pense qu'il y a beaucoup de fantasmes, finalement. D'autres, effectivement, le côté sauveur, d'autres, la personne qui pense qu'à s'enrichir. Peut-être qu'on devrait revenir sur des faits. Vous avez commencé à évoquer le cas du ciment. Ça, c'est un historique qui est très intéressant parce que sur le ciment, nous savons que M. Dangote a bénéficié de beaucoup de subventions de la part du précédent pouvoir qui lui a permis donc de faire ces entreprises avec des marges très conséquentes parce que malgré les subventions et malgré donc les matières premières, le coût de revient qui lui était qui était moins élevé pour lui, il a maintenu les prix du marché. Alors, est-ce que c'est de sa faute ou pas, ou est-ce qu'on lui a imposé à ne pas diminuer les prix? Toujours est-il que, comme tout homme d'affaires, il est soumis à des emprunts qu'il doit vite rembourser, il a des actionnaires. Donc, même si on souscrit à votre thèse qui est la legacy et voilà, le give back, il n'en demeure pas moins que M. Dangote, tout Dangote qu'il est, a des comptes à rendre. Et donc, on pourrait aussi imaginer que ces prises de parole et ces actions sont également dans l'agenda des personnes auxquelles il doit rendre des comptes. Alors, c'est pour ça que c'est intéressant de savoir, vraiment de ne pas essayer de le décrire soit en sauveur, soit en diable, mais d'être tout simplement dans une réalité de marché. Est-ce que l'objectif total, M. Dangote, est que la population se porte mieux? C'est quand même très utopique. J'ai dit tout à l'heure que la disponibilité d'un produit sur le marché déjà suffit à régler de gros problèmes. Je pense qu'on peut le voir dans tous nos pays. Le fait que Dangote produise sur place, on semble oublier, mais il crée de l'emploi sur place. La raffinerie de Dangote seule, dont on est en train de parler, va créer au Nigeria des dizaines de milliers d'emplois. Il a dit dans son projet, il va recruter, former essentiellement des Nigérians. Imaginez le niveau de compétence que ça va donner au personnel nigérian. Parce que on ne voit même pas, on voit, je veux dire, une industrie, ce n'est pas juste le fait de pouvoir produire quelque chose. Il va capaciter le pays d'ingénieurs, de techniciens qu'il n'y avait pas au Nigeria avant. Ouais. Et ça, c'est une richesse incalculable. Comment on évalue ce genre de choses? Donc, on ne peut pas regarder l'action de Dangote uniquement sur la base du bénéfice et des gains. Il apporte énormément sur tous les plans au Nigeria. Et moi, je dis, je le rappelle, le Nigeria, comme tous les autres pays africains et même les pays occidentaux, se battent pour chercher des investisseurs. Parce qu'on sait ce qu'un investisseur peut apporter de bien dans un pays. Quand un investisseur arrive dans un pays, on lui donne un passeport, on lui donne un visa illimité, on lui donne tout ce qu'il veut, parce qu'on sait que ce gars-là, il va changer la donne dans plusieurs secteurs dans le pays. Donc, je pense que c'est parce que Dangote est africain qu'on le traite comme ça. Quand on voit comment on a traité Bolloré dans les pays africains, regardez Bolloré. Bolloré est arrivé, Bolloré aujourd'hui est milliardaire en France. Il est l'un des milliardaires les plus riches de France, alors qu'il a fait toute sa fortune en Afrique. Mais l'impact de Bolloré en Afrique par rapport à l'impact de Dangote sont incomparables. Incomparables. Et pourtant, Dangote souffre encore d'une réputation qu'on essaye de lui accoler de personne, ci, personne, ça. Mais on ne dit rien à Bolloré. Hein. On ne dit rien à Bolloré. Il a fait ses millions. Il a décidé de vendre maintenant tout ce qu'il a fait en Afrique. Et il est parti. Point à la ligne. Le dossier Afrique est terminé. Maintenant, il va ailleurs. Il a fini de prendre ses milliards. Donc, Dangote, c'est une fierté continentale. Et je pense qu'il faut qu'on garde ça à l'esprit. Les investisseurs, ce sont des pépites. Il n'y en a pas des masses. Et quand on a une start-up et qu'on a passé des années à courir après des investisseurs, à chercher de l'argent à gauche, à droite, comme Maître Tabouret, il sait comment c'est difficile d'avoir des investisseurs. Je ne comprends pas comment aujourd'hui, il est le premier à faire une décharge violente contre le plus gros investisseur du continent africain. Maître Tabouret. Il aurait été fier de l'avoir dans son board, Maître Tabouret, j'en suis certain.
Maître Tabouret. Oui, alors pour répondre à l'invective de M. Simo, parce que je ne vois pas d'autres mots autrement, hein, vraiment, évidemment que je serais ravi d'avoir monsieur d'un côté dans mon board, et là n'est pas la question. Encore une fois, M. Simo, vous êtes parti d'une question sur le fond à une question sur la forme, où vous avez encore présenté monsieur d'un côté comme un héros qu'on doit tous aduler. Essayez de faire, au moins jusqu'à la fin de cette discussion, plus de cette référence, et on verra si vous savez vraiment le défendre. Parce qu'autrement, on revient toujours dans les mêmes discussions. Et moi, je préfère qu'on parle de chiffres. Parce qu'encore une fois, je suis d'accord avec vous. On n'a pas besoin d'autres Bolloré. L'idée n'est pas de dire d'un côté le nouveau Bolloré, c'est juste qu'il est noir, donc on doit être content. Je trouve que ce serait dommage et limiter notre potentiel en Afrique. Et je reviens encore sur le sujet. Le procès qu'on fait aujourd'hui chez SOA n'est pas juste de dire est-ce que d'un côté est méchant ou pas, est-ce qu'il faut l'arrêter ou pas. Moi, je pense qu'il faut qu'on aille un peu plus loin parce que c'est évident en tant qu'Africain qu'on ne peut que vouloir plus de d'un côté, mais plus d'individus comme lui. Et moi, je pense que l'une des leçons qu'il faut retenir, parce qu'on n'en parle pas assez à mon goût, c'est qu'on n'a pas besoin de faire aussi gros quand on fait de l'industrie. Mon inquiétude, personnellement, et je pense que l'inquiétude de beaucoup d'Africains, c'est que ça donne le narratif aujourd'hui que si tu n'es pas d'un côté, tu ne peux pas faire d'industrie. Parce que quand ils se présentent ces difficultés en disant l'État me fait ci, l'État me fait ça, j'ai fait 20 milliards, 20 milliards, qui d'autre met 20 milliards, qui d'autre met 20 milliards. On n'a pas besoin d'une industrie de 20 milliards. Il faut arrêter. Il faut cesser ce narratif de, encore une fois, il nous faut toujours des grands héros qui descendent avec des super-héros landing dignes de Deadpool, où à chaque fois, il faut d'ailleurs que nous, on se baisse et on applaudisse. C'est ce qu'on a fait avec Bolloré, il ne faut pas qu'on fasse avec d'un côté. Et c'est ça mon point. À un moment, on prend des choses simples. Il y a d'un côté aujourd'hui, le ciment, comme on dit, on revient sur le ciment. D'un côté, en ciment, j'ai regardé, c'est 27 millions qui produisent de tonnes de ciment. Le problème, c'est quand tu regardes à côté des pays comme le Vietnam, qui fait aussi du ciment, ils produisent dans tout le pays 107 millions. Donc vous direz plus de 4 fois ce que d'un côté produit. Mais quand on regarde les profits faits par toute l'industrie du ciment au Vietnam, c'est 20% inférieur au simple profit de d'un côté. Cement. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est-à-dire que c'est ça le danger pour moi de l'Afrique telle qu'on l'a construit, c'est qu'il nous faut des champions, il ne nous faut pas des monopolistes qui, en fait, créent plus d'argent pour eux, mais au final, les sociétés n'en gagnent pas vraiment. Et c'est là qu'est le danger. Maître Simon, est-ce que vous contestez le fait que M. Dangote soit notoirement connu pour mettre tout en œuvre pour obtenir des positions monopolistiques sur tous les marchés sur lesquels il se présente? Alors, ce n'est pas vrai parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, quand il vient, par exemple, dans le ciment, dans plusieurs pays, il trouve déjà des acteurs qui étaient présents dans ce pays-là. Donc, ce n'est pas une accusation qui est vraie. Quand non, c'est pas une accusation. Il y a déjà des acteurs. Il y a déjà des acteurs qui existent. Comment on peut l'accuser de vouloir du monopole? Il a souvent été pointé du doigt pour user de ses influences politiques, économiques, pour obtenir des avantages concurrentiels très important. Mais c'est le propre de tout entrepreneur. Elon Musk n'a-t-il pas ses avantages aux États-Unis? Quel est l'entrepreneur? Non, il n'y a pas de souci, mais à qui ça profite? C'est ça, c'est le sujet du débat. Non, mais c'est aussi ça, être un grand entrepreneur. C'est ta capacité à pouvoir dealer avec le politique et à pouvoir faire de ces gens-là des gens qui travaillent de ton côté. Parce que de toutes les façons, s'ils ne travaillent pas pour Dangote, ils vont travailler contre Dangote. Ça, c'est sûr déjà. Il n'y a même pas à dire il a le choix, il n'a pas le choix. S'ils ne sont pas de son côté, ils vont être contre lui. Donc, excusez-moi, mais c'est d'abord la suivi de ses investissements. Il faut que ces gars soient de son côté. Et c'est ce que tout entrepreneur avec du sens ferait. Il n'y a que des pleurnicheurs qui ne vont pas faire ça et puis vont venir dire « Oh, j'ai voulu investir au pays, on m'a fait ci, on m'a fait ça. » Mais il fallait t'y prendre autrement, en fait. Si tu dis que tu vas investir dans un pays, tu dois comprendre la dynamique politique qui vit dans ce pays-là et comprendre les alliances que tu dois faire. C'est le rôle d'un investisseur de comprendre les alliances à faire quand il va quelque part. Et c'est vrai que Dangote l'a bien compris. Mais heureusement. Mais je rappelle à ceux qui parlent sur Dangote que Dangote a des business qu'il a échoué. Parce qu'on ne parle que de Dangote. Dangote a voulu lancer une banque. Ça a échoué. Donc, malgré tous ses amis, tous ses pouvoirs, ça n'a pas marché. Donc, Dangote, ce n'est pas quelqu'un qui a réussi tout ce qu'il a fait. Il y a beaucoup de business qu'il a essayé de lancer qui n'ont pas marché. Aussi grand, beau qu'on peut le savoir. Tout ce que Dangote n'a pas fait. Moi, je me suis dit d'ailleurs que Dangote, comme tous les entrepreneurs, pour moi, j'ai fini par comprendre qu'un entrepreneur, c'est quelqu'un qui échoue beaucoup et qui réussit de temps en temps. C'est tout. Mais il échoue beaucoup. Et on se focalise sur ce qu'il a réussi, on oublie tout ce qu'il a échoué. Mais comme tout le monde, Dangote a beaucoup échoué.
Donc aujourd'hui, on est en train de lui faire des procès en sorcellerie en disant qu'il essaye d'avoir des monopoles. Mais monsieur le juge Lumumba, monsieur Maître Tabouret, si vous pouviez avoir des conditions, monsieur Lumumba, vous êtes le seul à opérer en Afrique de l'Ouest dans votre domaine. Vous ne le feriez pas? Alors, pas la encore une question. fois, Tabouret. Non, mais c'est pour dire que vous reprochez à Maître Simo, quel est l'entrepreneur qui crée les conditions pour avoir de la concurrence? Ce n'est pas un reproche. Nous répondons à votre argument qui est que M. Dangote est à un stade de sa vie où il compte que faire où il est dans le partage, où en fait, vous le décrivez comme un bienfaiteur. Donc, nous essayons c'est ce qu'il est. Voilà, mais donc, un bienfaiteur. En fait, non, c'est un homme d'affaires. C'est un homme d'affaires talentueux, comme vous dites, qui a des échecs, en fait, mais à un moment, il faut lui reconnaître. En fait, je veux juste conclure sur le fait que je disais tout à l'heure. En fait, oui, le débat est toujours le même. C'est qu'on ne peut pas dire à Dangote qu'en fait, je reviens à ce qui nous a ramené aujourd'hui, c'est quand Dangote se présente comme une victime. C'est ça que je trouve dramatique. On ne peut pas être le pionnier qu'il est. Le gars l'ambition de Dangote, et c'est ce qu'il présente, c'est je veux être le premier à le faire pour que d'autres le fassent. Du coup, il y a une responsabilité derrière, donc comment on communique. Et moi, ce qui m'inquiète, et je reviens encore sur ça, c'est que ça donne l'impression à d'autres personnes de l'extérieur, et y compris ses amis là, qui se moquent de lui, les milliardaires, en mode pourquoi tu restes dans le pays. Je ne pense pas que quelqu'un qui fait un entrepreneuriat politique, comme vous dites, n'est pas conscient qu'en en parlant publiquement, il décourage d'autres de venir. Donc, ou c'est conscient parce qu'il veut continuer à être dans un oligopole, pour ne pas dire un monopole, où il y a lui et un autre gars, ou inconsciemment, il ne se rend pas compte que s'il est si généreux que ça, si leader que ça, si pionnier que ça, il doit faire un effort de comment il présente ses difficultés avec le gouvernement. Difficultés opérationnelles, il peut en parler, c'est une réalité. Mais si c'est des difficultés purement avec son actionnaire, il faut cesser de pleurer et appeler au loup. Je suis désolé. Alors, permettez-moi, s'il vous plaît, d'apporter une clarification devant ce tribunal, parce que c'est une phrase que j'ai souvent entendue et qui m'a même été reprochée à titre personnel. Peut-on aider et faire de... Peut-on aider... C'est un vrai point. Parce que maintenant, Dangote est vraiment dans la sorcellerie africaine. Peut-on aider et faire de l'argent en même temps? C'est une vraie question. Peut-on aider et faire de l'argent en même temps? Parce que moi, j'ai souvent entendu des gens dire « Oui, mais monsieur Simo, dans vos activités, si vous dites que vous aimez l'Afrique, pourquoi vous ne faites pas Back to Africa gratuitement ?» Voilà les arguments que j'entends. Vous me faites la passe, Maître Simo. J'ai besoin que vous preniez une minute pour nous expliquer qu'est-ce que Back to Africa. Expliquez-nous. Alors, c'est le meilleur moment de l'émission. Alors, Back to Africa, c'est un événement que j'organise, mes équipes et moi organisons à Paris pour la diaspora qui veut faire du business en Afrique. Le but de cet événement, c'est d'en faire... L'événement de l'année. L'événement de l'année. C'est d'en faire une référence absolue pour tous les acteurs qui veulent faire du business en Afrique. En réalité, ce qu'on essaye de faire sur 2 jours, c'est de créer un espace de formation, mais aussi de rencontre, dans lequel on découvre le savoir-faire des Africains et on permet aux gens de faire de l'investissement en Afrique de manière à peu près sécurisée. Par exemple, cette année, les gens viendront à Back to Africa et pourront acheter des terrains de manière sécurisée. On sait tous que beaucoup de gens veulent acheter des terrains, par exemple, pour se construire en Afrique, mais on connaît tous les problèmes avec l'administratif, les risques d'arnaque, ainsi de suite. Nous allons résoudre ce genre de problème en permettant à des fournisseurs, des prestataires africains de nous valider leurs offres auprès de notaires. Nos équipes font toutes les vérifications qui vont bien, bloquer ces offres-là pour qu'elles puissent être commercialisées uniquement dans le cadre de Back to Africa à des tarifs préférentiels. Donc, cette année, par exemple, on va ramener avec Bertin Tchofo. Il a décidé de créer un système de boulangerie de proximité au Cameroun dans lequel il distribue la farine de manioc. Écoutez la stratégie d'un entrepreneur, parce que ce qui arrive à Dangote au Nigeria, c'est la même chose qui arrive à Bertin Tchofo au Cameroun. Voilà un monsieur qui a décidé, sur la base du gouvernement camerounais, qui a demandé aux investisseurs de faire une politique d'impôt substitution. C'est-à-dire que pendant la crise en Ukraine, on s'est rendu compte que le Cameroun a beaucoup souffert du fait qu'on ne pouvait plus importer du blé comme on voulait. Donc le gouvernement dit, et si on décidait donc de produire des farines alternatives sur la base de tubercules locaux comme le manioc? Le gouvernement lance donc un appel aux investisseurs en disant, si vous faites ça,
vous allez avoir un certain nombre de facilités. Bertin Tiofo prend son argent durement gagné et il décide de répondre à l'appel du gouvernement. Et vous avez vu le périple sur les vidéos. On va en Inde, on trouve des fournisseurs. Il conçoit une machine qui n'existe pas auparavant parce que personne ne fait de la farine de manioc au Cameroun. Donc, il conçoit avec ses ingénieurs une machine qu'il brevette, qu'il ramène au Cameroun et qui fait fonctionner. Parce que c'est un peu comme du suspense, quoi. Tu as conçu quelque chose et le jour du démarrage, tu ne sais pas si ça va vraiment marcher ou pas. Au final, il réussit son pari industriel, la machine fonctionne, tout le monde vient voir, les ministres viennent voir, tout le monde est content. Mais Bertin ne parvient pas à vendre sa farine. Pourquoi? Parce que les boulangers refusent d'acheter la farine de manioc. Et pourquoi ils refusent? Parce qu'ils ont déjà des deals dans l'importation de la farine de blé. Et Bertin se retrouve dans quelle position? Il a des tonnes de farine de manioc, de farine de manioc dans son usine stockée qu'il ne peut pas sortir. Il a dépensé des milliards, il a cru à la promesse d'un gouvernement et il est bloqué. Ça, ce sont des réalités. Et c'est pour ça que je dis que quand on a des investisseurs dans nos pays, il faut vraiment féliciter ces gars. Ce n'est pas de la blague. Qu'est-ce qu'il décide donc de faire à ce moment-là? C'est de trouver un moyen par lui-même d'écouler sa farine. Et qu'est-ce qu'il décide de faire? De créer des mini-boulangeries. Et il crée donc des mini-boulangeries dans lesquelles il va donc désormais lui-même, il devient donc distributeur de sa propre farine. Il crée donc des boulangeries dans lesquelles il va. Donc du coup, le voilà qui devient, il passe d'industriel à boulanger. Par la force des choses. Et il crée donc maintenant des mini-boulangeries dans lesquelles il va maintenant vendre sa farine. Et qu'est-ce qui se passe? Succès total. Les populations raffolent de la farine de manioc. Et j'y suis allé moi-même. Quand la farine sort, en 30 minutes, tout est terminé. Du coup, on repart en Chine pour acheter des machines plus puissantes, maintenant avec pour but de développer un réseau de boulangeries locales. Parce que c'est par ce moyen-là qu'il va faire sortir sa farine. Et donc, ce que je lui ai dit, c'est, mais attends, ce qui serait peut-être bien pour accélérer cette démarche, c'est de franchiser ces boulangeries. De telle sorte qu'en un an, on puisse passer de 20 à 100 et à 200 et même sortir ça maintenant du Cameroun pour aller ailleurs avec ça. Et donc, cette année à Back to Africa, on va donc ramener ce concept de franchise de ces petites boulangeries. Je rappelle que pour certaines de ces boulangeries, elles font 1 million de francs par jour. Et on parle de boulangeries qui existent depuis à peine 2 mois. Donc, tu as une boulangerie qui te génère 1 500 € de chiffre d'affaires journalier pour un business qui vient de commencer. Le potentiel est énormissime. Donc, ce qu'on veut faire cette année à Back to Africa, justement, c'est de rapporter ce genre de taux concrets qui vont permettre à des gens comme vous, qui croient en ce genre de projet, de prendre une franchise, simplement comme on prend une franchise McDo, une franchise KFC, on va prendre une franchise pour distribuer ce genre de produits et semer ça un peu dans le pays et après dans la société. Donc, pour revenir à Back to Africa, c'est un événement qu'on veut concret dans lequel les gens peuvent faire du business concrètement destiné à l'Afrique. Cette année, nous avons pour thématique les business qu'on peut lancer en Afrique sans y vivre. Parce qu'on s'est rendu compte qu'une grande partie de la diaspora n'est pas prête à rentrer. Et donc, on va travailler avec eux. Je viens de présenter, par exemple. On vous entend un peu plus mal, monsieur Maître Timo, le micro. Ouais. OK, là, c'est mieux? Super. Donc, je disais, pour sortir de cette question-là, cette année, par exemple, avec Back to Africa, on va ramener des initiatives dans lesquelles les gens pourront se lancer sans avoir la contrainte de rentrer tout de suite en Afrique. Et un système comme la franchise de Bertin, on peut se mettre à 2, 3, on est franchisé et on fait une équipe locale et nous, on vit en Occident parce qu'on n'est peut-être pas prêt à rentrer tout de suite. Donc, Back to Africa, c'est ça. On veut vraiment en faire le lieu dans lequel les passionnés d'Afrique viennent se retrouver pour parler de business de manière concrète. Et pour ça, on fait venir aussi des intervenants qui viennent partager leur expérience, comme ça a été le cas de Maître Tabouré l'année dernière, qui cette année combat Dangote. Ok. Mais qui soutient Back to Africa. Si c'est ça la question, si c'est ça la question, qui soutient Back to Africa, même si tu n'as pas répondu, encore une fois, Maître Simo, vous n'avez pas répondu à la question que vous avez vous-même posée, ce qui est quand même terrible. Est-ce que vous pouvez faire de l'argent et aider en même temps? Et Maître Tabouré, on va revenir à la question. On va revenir à la question. J'attends votre réponse. Maître Tabouré, s'il vous plaît. Maître Tabouré. C'était magnifique. Maître Tabouré. Au demeurant. J'ai tenu à cette parenthèse. Merci de respecter cette demande de la Cour.
Back to Africa plus qu'une conférence, puisqu'aujourd'hui, vous pouvez y aller juste pour suivre une conférence et ressortir avec un business. Donc, c'est à saluer, c'est à saluer. Donc, nous revenons à notre préoccupation, mais je tiens à souligner que l'histoire de Bertin que vous avez présentée, Maître Simo, est une parfaite transition, puisque dans une dernière partie, nous allons voir ensemble, justement, nous allons essayer d'analyser ensemble quelles sont les leçons à tirer de cette affaire Dangote et les leçons que peuvent tirer en fait tous ces entrepreneurs qui se demandent, quel que soit leur secteur, comment est-ce que je joue, comment est-ce que je bouge dans cet environnement où parfois l'État peut avoir un impact sur mon business. Mais avant ça, je vous prie, Maître Simo, effectivement, de répondre à cette question que vous avez vous-même posée. Peut-on aider et faire de l'argent en même temps? Et je demanderai à des membres du jury, s'il vous plaît, comme pour la première partie, de se signaler afin que vous puissiez trancher cette deuxième partie. Maître Simo, la parole est à vous. Alors, je pense que la réponse est évidente quand on revient aux fondamentaux de ce que c'est que l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat consiste à prendre un risque économique pour venir résoudre un problème sur un marché. Ça veut dire qu'on constate que les gens qui sont sur ce marché-là ont une difficulté et on décide de prendre le risque de prendre son énergie, de prendre son argent, de prendre son savoir pour venir le mettre dans un projet afin de résoudre ce problème-là. Ça veut dire qu'à la base même, l'entrepreneuriat vient pour aider les gens. C'est le but de l'entrepreneuriat. Maintenant, est-ce qu'on doit faire de l'argent avec ça? Oui, oui, oui. Parce que ce n'est qu'en faisant de l'argent qu'on peut continuer. Si on ne fait pas d'argent, on ne peut pas continuer. Si Dangote n'avait pas suffisamment de marge au Nigeria, il n'aurait pas pu venir ouvrir des cimenteries au Sénégal, au Cameroun et ailleurs. C'est parce qu'il avait assez de marge qu'il a pu démontrer la viabilité de son modèle économique pour pouvoir le transposer ailleurs. Donc, on a besoin que les entrepreneurs, tous les entrepreneurs, de toute façon, il n'existe pas un entrepreneur qui ne résout pas un problème. Tous les entrepreneurs au monde résolvent un problème. Donc, ils aident et ils améliorent la vie des gens. Y compris Maître Tabouret. Bien sûr, y compris Maître Tabouret, qui change la vie, et, effectivement, de beaucoup de commerçants, notamment avec en cas. Mais c'est l'essence même. En tout cas, s'ils n'aident pas les gens, ils meurent. C'est assez simple. C'est tout. Si les gens, l'entrepreneur, si tu n'aides rien, tu meurs. Simple. Et quand on veut donc parler des marges d'un entrepreneur, un entrepreneur qui marche beaucoup, oui, c'est vrai. Mais le meilleur moyen de combattre ça, c'est la concurrence. C'est la concurrence. Si aujourd'hui, Dangote, je vous rappelle pour chacun d'entre nous ici qu'il y a eu un moment où dans nos pays, vous vous rappelez certainement de ça, il y avait un seul opérateur de téléphonie mobile qui fixait les prix comme il voulait. Moi, je me rappelle d'une période au Cameroun là où la minute de l'appel coûtait 500 francs. Une minute. Oui. Une minute d'appel. C'était un opérateur qui s'appelait Mobilis. Ce monsieur-là, à l'époque, il faisait 500 millions de francs par jour. Par jour. Orange est venu le racheter. Orange a racheté Mobilis au Cameroun et ils ont continué avec la même logique de prix. Le jour que MTN est arrivé, les Camerounais ont chanté les louanges de MTN et ils ont quitté en masse Orange. Et ça s'est vu dans beaucoup de pays parce qu'ils avaient le sentiment que Orange les a trop pressés comme une orange. Il n'y avait plus rien. Donc quand ils ont vu MTN, ils ont dit... Maître Simo, les jeux de mots à 2 francs, on évite, s'il vous plaît. On évite. Merci. Donc c'était bien placé. C'était drôle. C'était validé. Pressé comme une orange. Donc, on achète. Et c'est pareil avec Sendwave et tout le monde. Et donc, ce qui se passe à la fin, c'est que est-ce que Dangote va gagner plus d'argent au début avec sa raffinerie? J'espère. Bien sûr. Il est le premier qui a pris le risque. Il est le premier et c'est normal qu'il soit récompensé de cette manière-là. Il a réussi une prouesse technologique que même le gouvernement n'est pas parvenu, malgré le fait qu'il ait 4 raffineries. Donc, c'est normal qu'il gagne de l'argent avec ça. Par contre, quand les autres vont voir qu'il gagne de l'argent avec ça, il va y avoir de la concurrence. Parce que Dangote a fait ce projet de raffinerie, d'autres vont faire d'autres projets de raffinerie et ils vont prendre des parts de marché à Dangote et qui, pour être compétitif, va baisser au fur et à mesure ses prix. C'est l'offre et la demande. Donc, est-ce qu'on peut dire que Dangote n'aide pas le Nigeria parce qu'il gagne de l'argent avec ça? Mais bien sûr que non, c'est une aberration. Il aide le Nigeria
en apportant la disponibilité du fioul. Il aide le Nigeria en apportant plus de capacité de ciment. Il aide le Nigeria en créant des emplois. Il aide le Nigeria en étant le premier contributeur fiscal du pays. C'est lui qui paye le plus d'impôts. Donc, c'est un homme à préserver à tout prix. Tout ça, c'est de l'aide qu'il apporte. Maintenant, en contrepartie de cette aide-là, oui, il doit gagner de l'argent. Maintenant, je ne suis pas, je ne sais pas pourquoi Moulay d'ailleurs le dit, moi, je ne suis pas pour l'homme providentiel. Je ne suis absolument pas pour ça. Mais je dis que on ne peut pas reprocher à quelqu'un de travailler pour ses intérêts et défendre son groupe. Ce que Dangote fait est parfaitement normal quand on est à la place de Dangote. Maintenant, c'est à d'autres opérateurs économiques de dire il y a de l'argent dans le brut, on va y aller et on va lui faire concurrence, on va diminuer ses parts de marché. Et c'est comme ça que ça va s'auto-réguler. Mais on ne peut pas demander à Dangote, il est seul sur le marché, il est le seul qui peut fixer les prix et on lui dit diminue tes marges. Qui fait ça? J'en ai terminé, monsieur le juge. Non. Merci, Maître Simon. Non, mais je pense que ce plaidoyer, on peut l'enregistrer, l'envoyer à Dangote directement. Il sera ravi de voir qu'il est un tel fan, qui n'est même pas rémunéré pour ça, mais qui, bon, on va dire, fait ça pour la bonté de l'âme, c'est beau. Non, mais je pense que l'une des conclusions pour moi qui est importante aussi en termes de leçons, c'est ce que M. Simon a dit qui est très important, je pense que beaucoup de gens négligent, c'est de l'entrepreneuriat politique pour moi. Je pense qu'il faut le dire, c'est un non. Quand on fait dans les denrées aussi régulées et aussi contrôlées, et étonnamment, il a essayé de faire pareil avec les banques, c'est vrai que j'allais en parler, donc M. Simon en a parlé, c'est un type d'entrepreneuriat très particulier. Et l'un des dangers de cet entrepreneuriat, parce qu'on n'en a pas trop parlé, c'est quand même que d'un côté, historiquement, quelqu'un qui a beaucoup de mal dans les pays hors du sien, parce que c'est très politique. Et historiquement, cela montre que d'autres entrepreneurs africains qui voudraient suivre son chemin vont devoir tisser des relations politiques d'abord dans leur pays, bien sûr, mais aussi en dehors de leur pays. Et donc, ça nous amène dans on va dire, dans un umbrelago où la politique et le business vont être de plus en plus proches. Et donc, c'est important. L'une des choses dont on ne parle pas, effectivement, c'est que oui, au gouvernement, c'est bien. Moi, l'une des choses qu'on n'a pas dit, et j'ai trouvé très dommage dans ce débat, c'est qu'il faut quand même saluer le fait que le gouvernement nigérian ait investi chez Dangote et qu'il faut qu'on ait plus de choses comme ça où ce type de partenariat public-privé existe et qu'on salue trop peu, je trouve. Il y a beaucoup de débats et je trouve que c'est ce qui a été un peu oublié dans cette histoire. C'est que malgré tout, le Nigeria, malgré tous ses problèmes et sa mauvaise gouvernance, a eu au moins ce mérite-là de protéger son entrepreneur local. Et je pense qu'on ne le salue très peu. Et malheureusement, les aléas d'interprétation, de débat entre actionnaires donnent l'impression qu'il y a un combat politique qui, pour moi, au final, cache le soutien énorme que le Nigeria a pour son champion d'un côté. Et j'aimerais vraiment que plus de pays africains fassent autant. Parce qu'honnêtement, on en aurait bien besoin. Merci, Maître Tabouret, pour cette conclusion. Alors, juste pour conclure, vous l'avez évoqué, mais ce qui m'intéresse aujourd'hui de savoir, c'est effectivement pour les membres de ce tribunal et les gens qui nous suivent, c'est de savoir justement comment en fait naviguer dans cet univers-là, puisque moi, quand je vous écoute, j'ai envie de dire, bon, ben, comme le disait Kelly Massol, je pense, chez Investir au Pays, l'entrepreneuriat, c'est construire des immeubles. À toi de décider la taille de l'immeuble que tu souhaites construire. Mais il s'avère qu'à partir d'un certain étage, vous avez forcément affaire avec les grands décideurs institutionnels de votre pays. Donc, est-ce que ça veut dire qu'il faut revoir son ambition à la baisse? Parce que sachez que si vous avez une grosse ambition, vous devrez forcément passer par ce que Maître Tabouret vient de décrire, le relationnel politique, ce qui n'est pas mauvais. Tout le monde essaye de tisser quelques réseaux. Mais là, nous avons l'impression que vous décrivez aujourd'hui des relations politiques de très, très haut niveau qui demandent un investissement en termes de temps, en termes d'énergie, financier très, très, très important. Maître Simon, par exemple, vous qui évoquez souvent vos ambitions d'industrialisation, comment est-ce que vous vous positionnez par rapport à ça à titre personnel et quelle est la leçon en fait que finalement que vous tirez de vos aînés, que ce soit votre mentor ou votre
ou votre autre mentor également virtuel, Monsieur Dangote, qui sera, on n'en doute pas, Back to Africa d'ici quelques années. Comment est-ce que vous vous positionnez par rapport à ça? Est-ce que c'est quelque chose qui vous fait peur ou alors vous voyez des choses? Ça me fait pas peur parce que je suis d'un naturel optimiste, mais par exemple, très clairement, il y a des business d'une certaine taille que je ne lance pas si je n'ai pas de soutien politique. Ça n'a aucun sens. Par exemple, dans le domaine de l'industrie, très clairement, je dis au Cameroun, je suis en train de travailler à lancer une industrie au Cameroun. Je le fais parce que je sais que demain, si un toka sort de nulle part, il veut me faire des problèmes, je peux appeler un numéro. Ça je le sais. Donc, c'est clairement clair, oui, c'est clair dans votre esprit. Mais comment vous faites par rapport, parce que d'autres vont targuer, on l'a vu même ici, les membres de la communauté disent, mais nous sommes face à des changements de gouvernement intempestifs. Les gens qui prennent des décisions ne sont jamais vraiment les mêmes. Donc, comment est-ce que vous faites par rapport à ça? Alors, bon, c'est vrai qu'au Cameroun, c'est pas le cas du Cameroun. Ça n'a pas beaucoup changé au Cameroun. Ah oui, c'est vrai. Non, mais plus sérieusement, je pense que quand vous êtes déjà dans le système, même quand un nouveau gouvernement vient, tout ne change pas de but en blanc. On ne change pas toute l'administration. On ne change pas tous les sous-préfets, tous les préfets. Je veux dire, il y a des gens qui sont élus, effectivement, mais il y a des gens qui sont nommés. Donc, même le nouveau gouvernement qui arrive ne peut pas rabattre complètement les cartes. Quelqu'un qui est général d'armée reste général d'armée. Quelqu'un qui est colonel reste colonel. Donc, moi, j'invite les entrepreneurs à penser réseau et relationnel quand on va aller faire du business, y compris en Côte d'Ivoire. Quand on arrive, il faut aller rencontrer les autorités. Et le pire, c'est que ces gens sont beaucoup plus accessibles qu'on ne le pense. Il faut aller rencontrer le commissaire, il faut aller rencontrer le colonel. Je viens de créer mon entreprise, je suis sous votre giron, on est à tel endroit, vous lui ramenez un petit présent, une petite bouteille, un petit parfum. Voilà, il a votre numéro, vous avez son numéro. De temps en temps, vous lui faites un petit coucou. C'est largement suffisant pour que si demain quelqu'un vous pose un problème, vous l'appelez, il va intervenir. Déjà, il est en train de faire son travail. Qui fait partie de votre routine, Maître Simon? De ma routine. Vous créez tellement d'entreprises. Ça fait partie de ma routine. Mais c'est quelque chose que, oui, de ma routine. C'est bien placé. Je me lève le matin, je dis, bon, petit tour de commissariat. Non, mais je crois qu'un entrepreneur doit connaître les personnes qui comptent dans son domaine. Ouais. Et c'est important dans nos pays d'avoir un soutien, au-delà d'un soutien politique, d'avoir un soutien dans tout ce qui va être militaire, police et autres. Super. Moulay, pour le mot de la fin, est-ce que tu peux ajouter Cécile, s'il te plaît? Cécile, oui. Tout de suite, c'est fait. Donc, les jurés se prononcent pendant ce temps-là. Les jurés, pendant ce temps-là, nous arrivons à la fin de procès. Pause pub, Kayi. Rappelons aux gens d'envoyer leurs questions entrepreneuriales par DM sur l'Instagram Entrepreneur Citoyen Africa pour la liste d'entrepreneurs anonymes. Pause pub, c'est merci. Abonnez-vous. Abonnez-vous. Ouais. Abonnés. Franchement, vous voyez, on fait des grandes mises en scène de jury, on s'insulte entre nous, alors qu'en vrai, on s'aime bien. Quand même, ça mérite un petit abonnement. Merci. C'est gentil. Cécile. Bonjour tout le monde. Vous nous parlez d'où, là? Washington. Washington, D.C. Alors, Philippe, il avait dit Washington Yopougon. Il a dit que c'était Washington Yopougon parce que j'avais un décor chez moi. J'étais passé à son émission, il m'a dit Washington Yopougon. Oh, c'est dur. Mais vous serez mieux reçus chez nous, ne vous inquiétez pas. Nous nous abaissons pas. Quand même, bonjour quand même. Nous ne nous abaissons pas à ce genre de propos chez Osoa. Donc, allez-y. Quelle est votre conclusion pour ce procès, pour vous? Moi, je suis d'accord avec Philippe Simon parce que je pense que en tant qu'enfant né dans la diaspora, on n'a pas eu assez de modèles noirs africains de réussite. Et je trouve que Dangote, c'est une inspiration.
malgré les échecs, il est toujours allé de l'avant et qu'il a fait quelque chose de grand et ça donne l'inspiration aux gens qu'on peut faire tous quelque chose de grand. Après, à part le monopole, ça montre juste qu'on n'est pas assez unis en tant qu'Africains noirs et qu'on doit s'unir et que l'exemple de Dangote, c'est qu'il a fait, je pense qu'il a interpellé les gens pour voir à quel point de construire quelque chose de grand à l'intérieur de son pays, c'est pas facile. Et il a fait quelque chose quand même super intéressant. Et moi, je trouve que c'est une inspiration. Au-delà de l'homme, c'est vraiment parce que c'est un modèle noir africain. Et chacun d'entre vous a fait ce monopole-là. Moula, il l'a fait avec Africa, en cas. Kaï l'a fait avec Internet, avec les médias. Et Philippe l'a fait à travers ses différentes activités à travers toute l'Afrique, malgré qu'il est au Cameroun, il est en Côte d'Ivoire, il essaie d'aller dans tous les pays. Et chacun montre à sa manière une inspiration à travers l'histoire de l'Afrique, pour moi. Merci. Donc, on retiendra effectivement le rôle modèle. Je pense qu'on est tous d'accord avec cet aspect-là. Du coup, je prends en même temps les différents votes des jurés. Il y a juste Joseph Alex qui voudrait aussi intervenir, Maître Tabouret. Oh là là. Nous avons Joseph Alex d'Abidjan. Salut tout le monde. Émission très instructif. Beaucoup appris au sujet de l'histoire Dangote, des informations qu'on ne connaissait pas. Mais je rejoins sur beaucoup de points Philippe Simo. Dangote est un rôle modèle, c'est une personne à soutenir, c'est des projets encouragés. Et j'ai surtout aimé le fait qu'il a mis le point sur le fait que l'impact de son projet va au-delà de l'utilisation domestique que les Nigérians pourraient faire. Il vient révolutionner, sinon stabiliser la production pour tout un pays, pour plusieurs secteurs d'activité. Je souligne aussi le point de Moulay qui dit que faut pas aussi trop l'idéaliser parce que c'est possible à une petite échelle de faire des choses assez significatives et c'est vraiment à saluer. Merci. Merci Joseph Alex. Je rappelle que tous les intervenants sont des membres de la tribu SOA. N'hésitez pas à nous rejoindre, le lien est en bas et que sur ce format-là, les membres de SOA auront la priorité de venir intervenir. Donc moi, je voudrais juste apporter aussi un témoignage sur cette relation effectivement avec les institutions et c'est pour ça que je posais les questions à Maître Simo. C'est très intéressant parce que tous les secteurs sont touchés. Aujourd'hui, même dans la communication digitale, aujourd'hui, vous avez, par exemple, en Côte d'Ivoire, le ministère du numérique qui a décrété que dorénavant, quand vous faites un post promotionnel sur les réseaux sociaux, vous devez payer une redevance à l'Institut de régulation de la publicité. Alors, bien sûr, vous me direz comment est-ce qu'ils peuvent gérer ce genre de choses. C'est quasiment impossible de supprimer, mais en fait, ça montre bien que si vous ne vous constituez pas en lobby, si vous n'avez pas de connexion pour essayer de bouger les choses, effectivement, votre business peut se retrouver vraiment atteint. On a également, par exemple, une loi, bon, c'est assez en France, mais c'est en train de se mettre aussi dans certains pays africains où les influenceurs, par exemple, les personnes qui prennent des rémunérations pour des placements de produits, vont être soumis à un régime particulier d'impôts, ce genre de choses. Donc, parfois, vous ne pourrez pas faire le Dangote et aller seul contre tous pour bousculer un peu les autorités. Parfois, pour ajouter une astuce à celle déjà évoquée par Maître Simo, ça va être de peut-être rencontrer vos concurrents, vos partenaires, vous constituer en équipe et aller voir les autorités ensemble et dire que là, ce que vous êtes en train de prendre comme décision, voici l'impact que ça a. C'est très, très difficile parce qu'on a tous des emplois du temps très chargés. Mais comme on l'a dit et on l'a vu tout au long de ce procès, pour réaliser de grandes choses, il y a forcément des choses non plaisantes qui seront à faire et à mettre dans nos routines, je dirais.
Donc voilà. Donc, il est l'heure de trancher. Au vu de tous les éléments en ma possession, après avoir entendu les arguments, le tribunal va donc rendre son verdict. Je déclare le procès clos, déjà. Merci à toutes les parties pour leur participation. Et au vu des éléments et de la concertation avec le jury, nous déclarons aujourd'hui… Attendez, je vais mettre… Je gérerai avec une prise. Donc, je vais mettre la lumière quand même pour déclarer. Quelle lumière pour déclarer, eh Dieu. Ah, c'est le tribunal du si jamais, si jamais vous voulez qu'on continue ce format et qu'on mette un peu de budget, dites-le nous en commentaire. La prochaine fois, on invite les gens en physique. Maître Simo, les membres de la communauté veulent savoir, même si certains ont été durs avec vous, si la communauté aura droit à un petit code promo pour Back to Africa. Donc, je me fais le porte-parole et je place ça. Voilà. Voilà je ne veux pas dire, mais le juge n'a pas l'air très, très objectif. Le juge et les jurés m'ont l'air d'être quand même un peu biaisés. Hein. On cherche quand même à s'attirer les déclarez d'abord le verdict, monsieur le juge. Déclarez d'abord le verdict. Tu as vu ça? Regardez-moi ça. Alors, je vais vous déclarer. J'ai le document sous les yeux. Je vais vous dire. Alors, monsieur… Donc, à la suite des éléments en ma possession, de ma concertation avec le jury, je déclare donc monsieur Aliko Dangote non coupable des faits qui lui sont reprochés. Nous avons été convaincus, le jury et moi-même, par les arguments de Maître Simo. Nous pensons qu'il faut encourager Maître Dangote. Nous avons besoin de plus de Dangote. Je tiens également à remercier Maître Tabouret qui nous a permis d'avoir un autre regard sur certains aspects, qui nous a forcé également à challenger l'historique des parties prenantes, qui nous a apporté de la matière. Et voilà. Et je vous donnerai juste peut-être 30 secondes chacun pour conclure. Et il sera temps de dire au revoir à tout le monde. Donc, on laisse la parole au vainqueur à la fin. Donc, on va commencer par Maître Tabouret et Maître Simo aura le mot de la fin. Bon, je tiens à dire que ce simulacre de tribunal j'espère au moins, en plus de vous divertir, vous a apporté de la profondeur parce que clairement, on savait tous où ça allait. Hein. Clairement, ça puait dès le début, mais bon. Sachant que l'idée, encore une fois, que des sujets et des moments comme ça soient utilisés pour réfléchir, j'espère qu'en commentaire, nous aurons beaucoup de questions, beaucoup d'interrogations et que ce type de format, on pourra le faire plus souvent. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter si vous le souhaitez. Voilà. Et avant de donner le mot de la fin à Maître Simo… Et que cette fois, je pourrais faire la défense et pas me retrouver à devoir faire l'avocat du diable. Hein. C'est marrant, 5 minutes, mais bon. Merci. Et avant de donner la parole à Maître Simo, aussi également pour tous ceux qui veulent avoir une chronologie des faits récents, je vous invite à découvrir une jeune chaîne qui se lance, Investir au pays, qui a des très bonnes vidéos sur le sujet. Vous pouvez voir la chronologie chaque 2 jours. Vous trouverez une personne très énervée, très remontée, qui vous donnera des infos. Maître Simo, le mot de la fin, s'il vous plaît. Alors déjà, je tiens à remercier le juge et les jurés parce qu'aujourd'hui, la vérité a triomphé et ce n'est pas souvent dans nos tribunaux. Donc, nous vous remercions pour votre impartialité et pour le travail qui est fait. Il y a de l'espoir en Afrique. Il y a des Africains consciencieux et qui ne se laissent pas corrompre par le vol et la mafia. Nous tenons à souligner que des personnes comme Dangote, nous le redisons, sont rares. La preuve. Ça fait pas mal d'années qu'il est au sommet de l'entrepreneuriat en Afrique. On n'en a pas eu d'autres. C'est bien la preuve que ce qu'il fait est assez exceptionnel. Et je terminerai en rappelant que des raffineries comme celle qu'il a faites, en réalité, ce sont des États qui les font. Ce ne sont pas des particuliers.
vous verrez que la plus grande raffinerie aujourd'hui en Afrique est la propriété de l'État de l'Algérie, qui fait 130 barils par jour. Et en Afrique, il n'y a que 2 pays qui sont autosuffisants, c'est-à-dire qu'ils produisent leur pétrole et qu'ils le raffinent. L'Algérie et la Libye. Le reste des pays du continent africain font appel à de l'importation de carburant, y compris des géants comme l'Angola, qui depuis plus de 15 ans essayent d'obtenir leur raffinerie et n'y parviennent pas. Donc il y a déjà une prouesse technique qui a été réalisée par Dangote en parvenant à construire cette raffinerie-là. Et ça doit être une fierté qui nous inspire tous, parce que moi, quand je vois Dangote, comme tout le monde, il a forcément ses travers, mais je vois juste quelqu'un qui montre qu'on peut conquérir le monde depuis l'Afrique. Dangote s'est constitué en Afrique. Il est devenu l'homme qu'il est devenu aujourd'hui en Afrique. Et c'est depuis l'Afrique qu'il a décidé de faire tous ces investissements. Ça nous prouve que si on croit vraiment au continent africain, qu'on se donne les moyens, l'Afrique nous le rendra au-delà de ce que l'on peut même imaginer nous-mêmes. Donc, bravo à Dangote pour l'inspiration qu'il est, pour nous, et pour vous aussi, j'espère, et que ce qu'il fait continue de nous donner envie de faire des choses à une dimension plus grande. Amen. Maître Simo, merci pour votre temps, Maître Tabouret. Et Sachant que c'est vrai qu'en plus, M. Simo a dit quelque chose de très vrai. N'oublions jamais que Dangote était au début un commerçant, comme beaucoup d'Africains, et qu'il a fait le choix difficile. Et qu'on aimerait qu'il y en ait plus qui fassent ce choix-là. Parmi tous nos tontons qui ont beaucoup d'argent, là, ce serait pas mal qu'on en ait quelques-uns qui prennent ce pari de la legacy, de la transformation, du changement. C'est vrai, j'avais oublié ce détail. Les amis, que vous soyez à Assigny comme Maître Tabouret, au boulot comme Maître Simo ou à Cotonou comme moi-même, je vous souhaite une bonne journée. Nous attendons vos commentaires sur le format, sur le sujet, sur tout. Et puis, on a hâte d'avoir vos retours. Donc, merci à ceux qui étaient connectés direct avec nous et merci à ceux qui regardent cette vidéo. Et puis, à très bientôt. Ciao. Merci. À très bientôt. Ciao. Venez à Back to Africa. Il a réussi à la placer, j'adore.